Bienvenue à tous dans le Yo-Yo Sport Show en ce mercredi 17 mars. Une émission spéciale tennis, une émission où ça va faire des éclats. Un gros clash entre supporters de Nadal, Djokovic et Federer. Ça devrait partir en éclats, mais cette émission sera arbitrée par Manu du Baduf Club et moi-même. Tous nos invités se présenteront au début de l'émission. Mais avant tout, je voudrais vous rappeler que le Yo-Yo Sport Show, c'est une émission consacrée à tous les sports. Aujourd'hui, c'est une spéciale tennis, mais on fait des spéciales foot, du biathlon, du basket, du hand, etc. Donc n'hésitez pas à venir follow ma chaîne sur Twitch, la chaîne Coach Yo-Yo. C'est également le meilleur moyen de participer au chat avec Twitch, même si le chat Facebook fonctionne. N'hésitez pas pour ceux qui peuvent, c'est gratuit, ça prend 2 minutes à s'inscrire sur Twitch. N'hésitez pas à venir. Deuxième chose, je vais vous demander à tous ceux là qui ont le live Facebook, si vous pouvez aller le partager sur votre page, s'il vous plaît. Parce qu'un live, plus c'est partagé, plus ça se voit. Donc si vous pouvez partager le live Facebook, ça me ferait super plaisir. Donc voilà. Donc c'est parti. On va immédiatement passer à la scène, où tous nos invités sont quasiment là. Et encore une fois, avant de démarrer, je voudrais remercier un de mes sponsors, BMA Consulting, et puis mon technicien, producteur, arrangeur de problèmes, régleur de son, tout ce que vous voulez, sans qui cette émission ne serait pas possible. C'est-à-dire mon frère, alias Two Guys and Telescope, sur Twitch. Donc on va tout de suite passer à la scène principale. Voilà. Donc on attend un petit peu, tout le monde va apparaître, regardez, c'est magnifique, c'est génial. Donc c'est pourquoi j'ai essayé d'inviter dans chaque camp des supporters assez charismatiques, des supporters qui correspondent vraiment aux joueurs. On a perdu Tom. Tom va nous rejoindre. Voilà, Tom est là, parfait. Donc je vais commencer par présenter l'arbitre du chat qui sera avec moi, du débat. Vous le voyez, il est à côté de moi sur la scène. C'est Manu du Baduf Club. Donc Manu qui est prof de tennis en Haute-Savoie. Manu qui a créé la chaîne que j'ai mis en logo, regardez, le Baduf Club. Je vous invite à aller aimer cette chaîne Facebook. C'est une chaîne qui parle de paddle, une chaîne qui parle de tennis, une chaîne qui reçoit des intervenants. Honnêtement, c'est super intéressant. Sur l'émission Paddle, il avait reçu Tom, que tu connais très bien, il avait reçu Bastien Blanquet. Voilà. Okay. Donc, Adri est là, c'est bon. Megrouz est là, magnifique. Je suis désolé pour le retard, j'ai eu du mal à me connecter. Écoute ça, Megrouz, tu vas bien? Ouais, super, et toi? Écoute, il manque juste qu'on règle le problème de son de Thomas et tout le monde est là, tout le monde va bien. C'est Megrouz ou c'est Benoît Père, la barbe? Je connais pas bien. C'est Megrouz Père. Mais les gars, c'est sérieux, il y a vraiment Brice Sagesse là dans le débat? Ouais. J'ai besoin de merde. Donc, dans la team Federer, alors on a deux profils assez différents, mais deux grands passionnés. Donc on va commencer par Jean-Pierre. Jean-Pierre, donc prof de tennis. Depuis combien d'années, Jean-Pierre, t'es prof de tennis? Pas loin de 40 ans. Alors attends, j'essaie de me reconnecter sur mon PC parce que là j'ai... C'est le fil rouge de la soirée en fait avec Tom ou pas? Donc Jean-Pierre, prof de tennis depuis 40 ans. Qui a monté sa structure sport mental et performance, donc préparateur mental aussi. Donc Jean-Pierre, on est d'accord, tu es un énorme fan de Federer? Tout à fait. Ok, tu nous diras tout à l'heure qu'est-ce qui t'a inspiré chez Federer. Megrouz, alors... ça va être... Le problème, c'est que ça risque d'être un peu court l'émission pour parler de tout ça, non? Megrouz, donc toi... Entendez bien, c'est Tom. Megrouz, toi qui as été moins 4-6 au tennis, qui est dans les meilleurs de France de paddle, qui a ton frère qui a été ATP, peux-tu nous dire rapidement pourquoi tu es fan de Federer? Voilà, pour plein de raisons, hein, mais le petit résumé, c'est ce qu'il a apporté pour le sport, l'image qu'il a et surtout le tennis qu'il produit, qui avec les années commence un peu à disparaître. La magie un peu qu'il y a sur le terrain quand Roger est au top de sa forme. Et toi, Jean-Pierre, qu'est-ce qui te... En 2-3 mots avant de démarrer? Disons que, surtout maintenant, on va dire à son âge, à 40 ans, être en possibilité de gagner un grand chelem, d'avoir su faire évoluer son jeu il y a 2-3 ans,
pour jouer un tennis agressif. Donc je trouve que c'est tout à fait remarquable et je rejoins ce qu'il disait aussi pour tout ce qu'il a montré depuis pas mal d'années. Sa capacité aussi à s'entraîner seul pendant 2-3 ans sans entraîneur et maintenir un niveau de jeu pour gagner les grands chelems, ça c'est un tout point remarquable. Eh ben, merci à toi, Jean-Pierre. Alors, juste pour les 2 premiers trucs que tu as dit, il y en a qui te répondront que Federer, à 40 ans, il a aucune chance de gagner un grand chelem. Et il y en a qui te répondront aussi que en 2017, quand il a gagné l'Open d'Australie, c'est parce que Murray et Djokovic n'étaient pas là. Hein. Mais ça, c'est les gens qui te le diront, c'est pas moi. Moi, c'est pas mon rôle. Donc voilà. Si, Parce qu'on retire des titres de Grand Chelem quand Non, mais les gens sont pas là. mais gros, c'est pas moi qui dis ça, c'est des retours que j'ai eus, que je balancerai tout à l'heure, donc il y a pas de problème. La mais team faut essayer de- Faut Djokovic. essayer de donner des vrais retours. Ouais, la team Djokovic. Max, est-ce que tu peux J'ai compris, vous parlez de de qui, Roger? là? Donc Max, est-ce que en tant que joueur seconde série, en tant que joueur classé Vas-y, 4-6, Max, en je tant t'ai lancé. que grand fan de tennis, toi qui regardes tous les matchs, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu es un énorme fan de Djoko? Attends, juste, je précise qu'il y en a qui vont répondre. Ah, parce qu'il y a des fans de Djoko? Donc vas-y Max, je t'écoute. Allez. Non, pour moi, déjà, c'est le joueur qui m'a fait aimer le tennis. Au moment où j'ai commencé à jouer, c'est vraiment celui qui m'a vraiment, dont je me suis le plus inspiré, on va dire. Et pour moi, on en reviendra après, mais il n'y a pas de débat sur le fait qu'il sera le meilleur joueur de tous les temps. Après, c'est vraiment sa détermination, le côté combatif, ce qu'il est en train d'accomplir Alors Max, depuis une dizaine Max, d'années c'était 2-3 maintenant. mots pour présenter, C'est mais incroyable, quoi. la phrase Il est quand tu parti dis que déjà, pour il est toi il n'y aura parti, pas voilà. de débat, elle va faire du bruit, je pense. Brice, Monsieur, j'ai une question. la- Combien, ouais, combien vas-y. tu les as payés pour être dans la team Djoko? alors, Il faut voir la tête qu'Adri a eue quand Max a dit c'est le joueur qui m'a fait aimer le tennis. donc je n'ai payé personne pour être dans la team Djoko, mes grosses. Ouais, ça c'est à vérifier. Ça. L'émission pour l'instant ne génère pas de recettes, donc pour l'instant je ne peux pas faire ça. Brice, ancien moins de 6, professeur de tennis également, peux-tu nous expliquer rapidement pourquoi tu es un grand fan de Djoko, s'il te plaît? Moi, j'adore ce joueur parce que je trouve que c'est, pour moi, évidemment, puis on débattra là-dessus, puis on arrivera à le prouver, évidemment, que c'est le plus grand joueur de tous les temps et j'adore son jeu. Je suis fan Eh de la ben, très bien. de la façon dont il joue. Voilà. C'est un monstre. Et Alors, on malheureusement, moi, ce on soir, rentrera après dans le vif Manu du aussi, sujet. parce que je sais que Manu il a aussi une préférence, ou en tout cas un pour qui il n'est pas du tout. Nous, on sera neutre. Donc même si vous connaissez nos positions, parce que je sais que beaucoup connaissent la mienne, moi, je ne pourrai pas l'affirmer, je serai neutre. Donc n'essayez pas de me provoquer, ça ne marchera pas, les gars. Donc voilà. On va passer à la team Nadal, la team Rafa, la team Roland Garros, si je puis m'exprimer ainsi, parce qu'évidemment, il y en a qui diront que Nadal, c'est Roland. Mais Marc Aurelius, mon cher Marc Aurelius, donc professeur de tennis qui a été 3-6, qui malheureusement vient de se faire opérer du genou, mais pour mieux revenir, peux-tu nous expliquer pourquoi tu es un inconditionnel de Nadal, s'il te plaît? Oui, Nadal, tout à fait. On Vous t'entend m'entendez bien, parfaitement. c'est bien? Ok, magnifique. Savoir que Rafa, c'est un mec que j'aimais pas du tout en plus au début, avec ses grands pontacours. Et alors j'ai appris à l'aimer aussi vite que lui, il a su évoluer son jeu. Voilà, donc un pur terrien. Et alors moi, je suis fan total de sa ténacité sur chaque point. Le mec, il a repoussé les limites de la force mentale. Enfin, je trouve, hein, clairement. Et une évolution de jeu, un mec qui faisait des ronds, qui a gagné sur toutes les surfaces et voilà, et personne l'a battu. En gros, là où il est le plus fort, quoi. Voilà, la surface. Pour moi, la terre battue, c'est une des surfaces. Enfin, c'est la surface la plus difficile à jouer, la plus technique, la plus physique. Et ce mec-là, voilà. Alors attention, hein, je sais que Megrouz va être impatient de répondre sur la surface tout à l'heure, mais Megrouz, ne t'excite pas, on en parlera tout à l'heure. Tom, tu nous entends? Je vous entends très bien, je me suis connecté sur mon PC. Oui, donc c'est pas grave, on n'a pas ton image, mais on t'entend encore mieux que tout à l'heure. Tom, donc pareil, Tom qui a été classé 1-6, professeur de tennis également. Peux-tu nous dire pourquoi tu es un inconditionnel total de Nadal, s'il te plaît? Alors moi, C'est je suis le un officiel de inconditionnel Balotelli total de maintenant. Nadal parce que j'ai toujours été un fanat de travail dans tout ce que je fais,
pas trop talentueux, mais plutôt vraiment besogneux et aller à 200% de toutes les capacités que je pouvais. Et donc forcément, j'idolâtre le joueur pour moi qui, quand il est arrivé, il s'arrachait sur tous les points, il se donnait à 300%, malgré le talent qu'il avait, le peu de talent qu'il avait par rapport à certains autres joueurs, et le fait qu'il ait fait Ne soupire évoluer pas, son Mego, jeu ne soupire pas. comme personne tout au long de sa carrière. Et, Tu vas te faire muter, toi, du coup. et qu'il est et que comme dit Aurel, d'un pur terrien a réussi à être le plus jeune vainqueur des 4 tournois du Grand Chelem à 24 ans, ce qui est phénomène Nadal. Eh ben écoute, Tom, merci. Merci, Tom. Merci de cette intervention. J'ai vu quelques visages se crisper, mais on verra Yo-yo. tout à l'heure. Yo-yo, on peut commencer s'il te plaît là parce que Alors je vas-y, bouillonne. écoute Megrouz, maintenant que tout le monde a été présenté, vas-y Megrouz. Non mais déjà comment on peut démarrer en disant je suis fan de Nadal et dire que Nadal c'est un besogneux. Putain mais c'est Ben, j'en peux plus d'entendre des trucs comme ça. Ça commence mal. Hein. Ça commence mal, Tom. Pourquoi c'est pas un besogneux? C'est un pur talent, Nadal. Le besogneux, c'est l'autre team. C'est la team Max et Brice. C'est pas Nadal. Et est-ce que dans les trois dont on va parler, Alors c'est un Tous les pur deux, est-ce talent, qu'on je suis parle d'accord, du talent? parce qu'il était aussi très très doué en foot. Quoi qu'il fasse, il est hyper doué. Par contre, c'est le plus gros bosseur de tous les temps et celui qui s'arrache le plus sur un terrain. Et c'est pour ça que moi je l'adore. Alors les Est-ce gars, que c'est pas celui il y a des Manu trois qui voulait parler. Allez-y, vas-y Manu. est-ce que c'est pas celui des trois, pour parler aux trois teams, qui a fait le plus évoluer son jeu et qui il y a 10 ans est arrivé maintenant, c'est pas celui qui a plus modifié son jeu? En parlant, tu Sans disais aucun doute. besogneux, est-ce que c'est pas révélateur quelque part? Ah oui. Moi, je suis 100% Si. d'accord que c'est celui des trois qui a le plus fait évoluer son jeu. Ouais. Donc voilà, c'était Ah bah, pour c'est ramener, voilà, j'apporterai de l'eau au moulin des trois teams, mais je pense que sur Nadal en tout cas, on ne peut pas nier qu'il a fait évoluer son jeu. C'est-à-dire que les personnes qui disent encore aujourd'hui Nadal, il la pousse, il fait que ramer tout ça, c'est des gens qui restent un peu figés sur 15 ans. Voilà. Alors effectivement, c'est vrai. C'est à l'époque où il avait 16 ans en plus, donc bon. Alors les gars, c'est vrai. Bon, je vais en faire bondir certains, mais c'est mon rôle. Moi, je suis désolé. Nadal, c'est vrai qu'il a maintenant un super revers. Il faut dire la vérité. Avant, il était un point de vue, un vrai revers. Il sert mieux, mais malgré tout, les gars, quand Nadal il est en difficulté, je suis désolé, il arrondit sur le revers du mec. C'est vrai, c'est sa tactique. C'est voilà, c'est sa tactique de toujours qui n'a pas changé. Mais je trouve que ce qu'il a vraiment fait évoluer dans son jeu, c'est le fait de se rapprocher de sa ligne de fond, quitte à maintenant sur ses jeux de service à jouer sur sa ligne ou devant la ligne, alors que il a commencé 5 mètres derrière à Roland et qu'on a dit celui-là, il n'arriverait même pas en quart de Wimbledon tellement il est loin derrière. Quelqu'un à répondre à ça, s'il vous plaît? Parce que moi, je vais répondre, sinon. Ah bah Tom, Ouais, est-ce qu'on peut déjà dire que un joueur qui est censé être le plus grand joueur de tous les temps, quand il est en difficulté, fixe le revers? Bon, je suis pas sûr qu'on puisse dire ça. Donc, Alors, écoute, voilà, en fait, donc là, Brice, à juste titre, pour défendre, pour attaquer Nadal, parce que pour l'instant, on va pas parler de Djoko, mais attaque Nadal. Donc, on a bien compris qu'on démarrait avec Nadal. Brice, il considère que c'est un peu, alors, il considère que c'est un peu On un démarre abus de avec le faiblesse, troisième. entre guillemets, quand t'es en difficulté, de faire des ronds sur le revers pour exagérer. Qui peut répondre à ça? Aurel, tu veux pas défendre Nadal un peu? Ah non, mais de toute façon, on est là pour définir en gros le Non, GOAT. bah, il sait que Donc c'est on un n'est pas là élément. pour parler tactique. Clairement, c'est le nombre de titres, ce qu'ils font, leur performance, leur parcours, aussi bien des trois joueurs. Pour moi, il y en a quasiment deux. Parce que le tennis pourcentage, moi, c'est pas mon truc. Voilà. Donc, Et ça, c'est une question. moi, je suis plus là pour observer un peu C'est une l'évolution. question de leur qui viendra ce soir. Est-ce que le meilleur joueur de tous les temps doit se mesurer en nombre de titres ou pas? C'est aussi une question qui va se poser ce alors soir. moi je sais très bien ce que tu dises Manu là parce que Ah, Tout tout comprendre, à tout fait, mais là, comprendre. on parlait. Non, mais là, on parlait purement tactique. Mais ce qui compte, peu importe que tu gagnes en faisant des chips, tu fais des volets, tu t'appelles Federer ou pas, le mec il gagne, on retient ce qu'on gagne. On va pas retenir les demi-finales, c'est le nombre. Et j'ai pas parlé de Grand Chelem, de Master, etc. Non, mais
l'évolution de leur carrière, leur victoire globale et ce qu'ils ont fait depuis qu'ils sont sur le circuit pro, clairement. Non, c'est vrai. Et ils sont encore là tous les trois. Complètement d'accord. Parlons plutôt, Même si, parlons ok, plutôt statistiques et La place de palmarès. numéro mondial. Parlons statistiques et palmarès. c'est Ah, mais sûr, est-ce que être le mais- numéro Non, 1 non, longtemps mais le plus de Tom- semaines, c'est ça être Et le la GOAT, place du numéro clairement. Tom, on peut pas parler que de statistiques et de performance. Est-ce que Désolé. être numéro Tu peux pas dire que le meilleur joueur de tous les temps, celui qu'on va le retenir le plus, c'est celui qui a gagné le plus de titres. C'est faux. Il y a des joueurs dans le tennis qui n'ont pas gagné un grand chelem et pourtant on s'en souvient encore parce qu'on a vibré en les regardant. Donc le critère de vibrer devant un joueur et la magie qu'il peut amener ou l'élégance qu'il peut amener, il est forcément pris dans le meilleur joueur de tous les temps. Si vraiment il y avait un débat et il fallait en rajouter Absolument. un, Alors, je le ferais sans alors face. ça, je suis entièrement d'accord avec toi, Adri. Je suis entièrement d'accord avec toi. On sent l'élégance. Mais par contre, la tactique de jeu et le fait de tenir une diago plus qu'une autre ne rentrera pas sur Non. un critère. Ok, Non, alors mais les gars, bon, après, les voilà, gars, c'est stop. ça. On va commencer. Nadal, il a le mérite d'avoir une tactique. Bon, Djoko, il a pas de tactique, il fait que des lattes à Oh plat là de là toute là, la c'est ligne, il beau. a Pas pas d'attaque la faute. personnelle, Non, pas d'attaque c'est personnelle. pas les tactiques, ça, je veux dire. Que des vraiment. Non, lattes mais- à plat. C'est vrai qu'il joue beaucoup à Les plat. gars, les gars, s'il vous plaît, les gars, on va partir sur des faits maintenant. Juste, il y a Frère Tuck qui dit que le meilleur joueur de tous les temps, il sert plus fort la seconde balle que la première comme Aurel. Je crois savoir qui c'est. Et il y a Simon Bacha qui dit être détesté, est-ce que ça exclut du GOAT un Djokovic? On va en parler après. Moi, j'ai une question. Bah oui. J'ai une question avant de parler des faits subjectifs, mais évidemment qui vont rentrer en lice comme le charisme, être détesté, les actions en dehors, etc., etc. Je voudrais qu'on rebondisse sur une stat, et là, je vais donner la parole à Max, et après, Jean-Pierre pourra répondre, et tous les autres, mais c'est ceux qu'on a le moins entendus pour l'instant. Alors, vous inquiétez pas, on viendra au Grand Chelem après, mais on va parler de multi-surface. Djoko, c'est le seul joueur au monde qui a gagné tous les Masters 1000. Nadal, il lui manque Miami, Bercy, Shanghai. Et Federer, il lui manque Rome et Monte-Carlo. Quelqu'un peut-il répondre à ça? Et Yos, si je peux compléter, Djoko a gagné tous les Masters 1000 2 fois. Oui, Et il lui manque Cincinnati pour l'avoir fait 3 fois. exactement. Merci Tom, c'est Ah, y a parfait. rien à dire. Et 0 JO par contre. Alors non, pour l'instant, Aurel, t'as raison, pour l'instant on parle juste des Masters 1000. Max, qu'est-ce que tu peux dire sur cette Masters 1000, stat de pour Djoko? Bah, y a rien à dire, hein. Monstrueux, c'est le seul à l'avoir fait, donc pour moi, il n'y a pas de débat. Enfin, c'est même pas qu'il n'y a pas de débat, c'est que voilà, la stat est là, les chiffres parlent. Les chiffres parlent pour lui, quoi. Bah, en tout cas, les chiffres parlent plus que toi pour l'instant. Jean-Pierre, t'as quelque chose à dire? Non, c'est vrai que quelque part, faut respecter ce qu'il a fait. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. C'est lui qui a le record. Il n'y a qu'à s'incliner sur ça. Non, parce qu'en tant que fan de Federer, les gars, moi je vais quand même vous donner. Je vais vous poser une question. Nadal, c'est 35 Masters 1000. Djoko, c'est 36, donc ils sont très proches. Federer, c'est 28. Est-ce qu'on peut se dire, entre guillemets, que, alors je dis pas qu'il a négligé les Masters 1000, mais est-ce qu'on peut considérer que être aussi loin en Masters 1000, c'est pas une carrière un peu, enfin je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, Adrien Mégros. Non, c'est- mais Yo, je pense il- que si Federer, Attends, il faut se rappeler il a que- quand même, il a essayé de se ménager. Et il jouait pas, il a peut-être pas joué tous les tournois non plus. Il y avait quand même des écarts entre ces tournois. Je pense qu'il a essayé de gérer son physique. Et peut-être qu'il a moins participé. Il faudrait voir le nombre de présentations dans les tournois par rapport à Djoko ou à Nadal. Mégros, Ouais, enfin, Federer, il a quand même 1200 victoires. Non mais attends, il y avait des 3-7. Les Masters 1000 étaient en 3-7 aussi avant. les finales, Aurel. Mégros, Ouais, Mégros, est-ce que tu peux me dire si quelqu'un qui gère sa carrière en zappant des grands tournois, on peut considérer que c'est The GOAT, s'il te plaît? Bah oui, moi je pense que c'est gérer sa carrière, c'est fondamental dans une carrière de très très haut niveau, et c'est ce qu'ils font tous les trois, je pense, à leur façon. Moi, ce que j'ai envie de souligner sur ce que tu as posé comme question, c'est que tu as commencé ta phrase par au vu des surfaces. Ce qui est sûr et certain maintenant, c'est que nous n'avons pas 4 surfaces du Grand Chelem, nous en avons 2. C'est-à-dire qu'il y a la terre battue
et les 3 autres, c'est quasiment les mêmes. Donc il y a effectivement l'herbe un peu qui est un peu encore la dernière surface où on peut avoir un jeu un peu agressif vers l'avant avec des variations d'effets, avec des stratégies de jeu un petit peu différentes. Mais bon, je veux dire qu'on joue à l'US Open, à l'Open d'Australie ou dans tous les Master 1000, on produit le même jeu, le même tennis et la même façon de jouer, que ce soit Djokovic, que ce soit Medvedev, que ce soit alors il y a juste la gestuelle qui change, mais ils jouent tous pareil, les mecs. C'est après, voilà, c'est la question de savoir, c'est bien évidemment que les 3, c'est des grands champions et que de toute façon, ils marqueront leur sport. On n'aime pas. Moi, je déteste Djoko. Nadal, je le détestais au départ. Il m'a forcé à l'aimer parce que il est exemplaire dans tout ce qu'il fait. Et effectivement, le fait d'avoir évolué à ce point dans sa façon de jouer, t'es obligé de l'aimer, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il te laisse pas le choix. Comme même si je suis fan de Federer. Pour moi, Nadal, il est très très proche de Federer, alors qu'il était très très loin à la base. Après, voilà, moi j'aime le côté technique, j'aime le tennis un peu avec de la variation, avec de l'élégance, avec un peu plus de technique que ce qu'on peut voir par exemple chez Djoko, où au final, bon, on se fait chier et depuis que Djoko domine le tennis mondial, et ben le tennis est en déclin. La vérité elle est là aussi. Je vais parler de chiffres. Alors une réaction de Brice. C'est la phrase la plus. C'est pas la plus fausse. La vérité, c'est que dans tous les pays de tennis, le tennis c'est en chute libre, et dont la France, on est en plein dedans. Et dans tous les pays, que ce soit l'Espagne, que ce soit l'Italie, que ce soit n'importe quoi, dans tous les pays européens, le tennis c'est en chute libre. Pourquoi ? Parce qu'on se fait chier à regarder les matchs. Je veux dire, là vous parlez de chiffres dans un sens où ils gagnent des tournois, les Master 1000, super. Mais il y a un moment, il faut aussi parler de chiffres en termes de nombre de spectateurs. Je veux dire, Djokovic, il fait moins rêver. C'est un constat. Il fait moins rêver que fait rêver Nadal, que fait rêver Federer. Ça n'enlève pas que c'est un grand champion, mais il y a. Alors, attends, mais Grouz, on va laisser répondre Brice, s'il te plaît. Ah oui, il est. Ouais. La baisse, tu vas pas me dire que grâce à Federer tout puissant, le tennis allait bien partout et parce qu'il commence à vieillir, le tennis s'en va. Non, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, il y a de plus en plus de sports. On est dans une société de zapping, donc ça n'a rien à voir avec ce que tu dis. Ça peut jouer un petit peu, mais c'est pas ça qui fait que. Je veux dire, et Djoko était bien là, ça fait longtemps qu'il est là. Hein, donc, et le tennis va de moins en moins bien, même quand Federer gagne encore des grands chelems. Donc pour moi, c'est absolu. Enfin, ça c'est la phrase. C'est une phrase qui n'a pas forcément de valeur. Bah, ça a totalement de la valeur parce qu'on se fait chier à regarder les matchs. Et ça, c'est, tu te poses la question à 10 personnes. Tu te fais chier à regarder les matchs. Tu te fais chier à regarder les matchs. Tu poses la question à 100 spectateurs. Mais moi, Nadal, quand je le regarde jouer, je me fais chier aussi. Donc c'est pareil. Ce que tu dis n'a aucun sens. Moi, je me fais chier parce que c'est personnel. Parce que j'aime pas Djoko, parce que j'aime pas Nadal. Quand c'est subjectif, à 70%. Je voulais dire, il aime pas Djoko. Sur 100 personnes, la vérité, c'est que c'est très subjectif. Effectivement, moi, je me fais chier devant Djoko. Bon, je me fais moins chier devant Nadal et Federer, ça c'est une évidence. Et quand ils sont en finale, j'ai très envie de les voir jouer à chaque fois. Quand c'est Djoko, Medvedev en finale, bon, et je parle pas de Djoko, je parle d'une philosophie de jeu. Je parle pas spécialement que de Djoko. Je parle d'une philosophie de jeu et un tennis qui a évolué avec des surfaces qui ont été un peu modifiées, avec des balles qui ont été modifiées, avec du matériel qui a évolué d'une certaine façon, qui, moi personnellement, effectivement, me fait beaucoup moins rêver. Mais c'est un constat. Je pense que sur 100 personnes, il y a peut-être une large majorité de personnes qui vibrent moins qu'il y a, même avant Federer, limite, qu'il y a 20 ans. Alors, mais Grouz, on va laisser parler Manu qui a quelque chose à dire. Est-ce que, par rapport à ce que tu dis, le fait que tu t'embêtes en regardant certains matchs, tu parlais des surfaces et des balles, est-ce que justement ce changement et ce nivellement plus par le bas des surfaces, c'est-à-dire à revenir à avoir la terre battue qui est très spécifique et, comme tu l'as dit, sur dur, on a quasiment une seule surface, quel que soit le Grand Chelem, plus le ralentissement des balles. Est-ce que c'est pas plutôt ça qui a fait baisser le spectacle? Bien sûr. Plus de services volés, qu'on a plus de même Wimbledon se gagne quasiment du fond du court. Donc, est-ce que c'est pas plutôt ça que le fait de joueurs particulièrement, mais qu'on a tiré le niveau du tennis plus vers le bas? C'est complètement ça, Manu. C'est complètement ça. Sauf que Djokovic représente cette évolution. C'est-à-dire que Djokovic, il a... Non, mais c'est pas méchant. En plus, c'est même pas méchant ce que je dis. C'est la vérité. C'est du tennis efficacité, c'est du tennis pourcentage. C'est pas du tennis flamboyant. C'est du tennis qui marche. C'est comme un peu quand vous me dites, quand au foot, on voit une équipe qui fait rien, qui reste en bloc derrière, mais à chaque fois qu'ils gagnent leur match. Voilà.
Bon, bah, et, malgré tout, c'est pas. Comment tu peux dire ça? Le mec, il Alors, retourne les mettre devant alors sa ligne. là où je veux, là où je Il veux un sur peu l'acier. suivre, C'est là où moins je- beau. C'est moins beau. Ok, Laissez c'est parler moins beau. Thomas, les gars. Là où je veux un peu suivre Adrien, c'est que c'est vrai que si demain on a un élève à entraîner et qu'on doit l'entraîner, on est tous entraîneurs de tennis, et qu'on doit l'entraîner et qu'on doit lui donner un schéma de jeu ou quelque chose pour qu'il puisse gagner et être bon sur le long terme, on peut prendre 3 Joko. enfants au même âge, on va les faire jouer plutôt comme Joko, parce que c'est le tennis, Bien sûr. comme il dit Adrien, par rapport à l'évolution des surfaces, purement statistique. Le mec est indébordable, il tient ses diagos, il est hyper élastique, il est hyper rigoureux, il sait tout faire, il n'a pas un coup incroyable, ça sera jamais le meilleur serveur, il n'aura pas le meilleur coup droit. Bon, il a un des meilleurs revers, mais c'est pas le meilleur revers non plus. Il a le meilleur retour, ça, D'accord. c'est sûr. Mais par contre, tout En fait, il a rien, quoi. tout ce qu'il fait, c'est la façon de jouer d'aujourd'hui qui est la plus rentable. Et c'est d'ailleurs pour ça que, malheureusement, pour moi et pour d'autres, et qui font le bonheur de certains comme Brice et Max, ça sera. Alors attends, c'est parce que toi qui es fan de Nadal, tu es en train de dire que ça n'a pas non plus profité à Nadal les changements de surface dans ce cas-là? Bien sûr que si. Parce que dans ce cas-là, c'est sûr, si on si. mettait des surfaces ultra rapides, Si, où ça a il profité. suffit de servir, il n'y a pas un échange. Dans ce cas-là, oui, tu mets Par contre, Federer. ça a complètement de désavantagé toute façon, Federer, le c'est ça. changement des surfaces remonte à avant Federer déjà. À très longtemps, ils ont Alors, commencé les gars, à ralentir les surfaces. Mais non, mais faut arrêter de parler des surfaces. Les gars, On prend l'exemple de Borg, il a gagné 5, il a gagné 8, mais les gars, je vous interromps juste 30 secondes. Moi, j'ai une question qui va venir sur vous avez parlé de l'évolution de Nadal ces derniers temps pour qu'il soit plus fort, mais parce que vous avez dit que c'était un pur terrien. Moi, je m'interroge quand même. Il paraît pour beaucoup d'entre vous que le plus beau match de tennis de l'histoire, c'est Federer-Nadal, la finale de Wim 2008 que Nadal a gagné. Mais sauf que 2008, c'est seulement 3 ans après la première victoire de Nadal, donc on peut quand même considérer qu'il n'avait pas encore vraiment modifié son jeu. Donc par rapport à la surface, est-ce que, honnêtement, Wimbledon n'a pas fait exprès de ralentir complètement sa surface pour qu'un mec comme Nadal puisse le gagner? Ouais, mais ça, oui, mais le problème, c'est qu'à l'inverse, on pourra dire pareil. On pourra dire, est-ce que on n'a pas fait exprès de faire des surfaces encore rapides pour Djoko ou des surfaces vitesse lente? Ça, je veux dire, c'est un débat, c'est un faux débat en fait. Alors non, Adri, toi qui apprenais, c'est pas que la surface. Ah ouais. C'est pas que la surface. C'est toi qui apprenais ton amour elle du est sur jeu les balles, offensif. elle est sur les raquettes, elle est sur plein de choses qui font que malgré tout, on est sur un tennis un peu pourcentage échange pour faire rêver un petit peu les personnes qui sont pas spécialement grands connaisseurs du tennis, et que voilà, ce qui plaît aux spectateurs un petit peu lambda entre guillemets. Alors je vais pas avoir de jugement de valeur là-dessus, hein. Je veux dire, on est tous à un moment quand on regarde quelque chose et qu'on est spectateur, on n'est pas forcément tous connaisseurs. Moi, quand je vais regarder un match de hand, je connais rien au hand, et ça me fait plaisir de voir des fois des choses qui sont pas forcément flamboyantes. Ok. Bon, Alors, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, je vais demander à Jean-Pierre quelque chose, Adri. Jean-Pierre, toi qui es fan de Federer, est-ce que tu trouves ça normal par rapport à l'ancienneté de Wimbledon, par rapport à ce que Wimbledon représente, que Nadal ait gagné 2 fois Wimbledon? Dis-moi. Disons que Borg l'a gagné aussi à son époque. Donc la surface était beaucoup plus rapide. De ce que je me rappelle, c'est que Borg était toujours en difficulté les premières semaines contre des grands serveurs. Et je rejoins mon collègue. Ce que je pense, c'est que la surface a été ralentie pour permettre à des néophytes ou à des gens qui ne connaissaient pas trop le tennis de pouvoir l'apprécier. Parce que c'est vrai que voir des serveurs volleyeurs balancer 4S et puis gagner le jeu, et puis pareil de l'autre côté derrière avec son adversaire, ça pourrait peut-être être lassant pour les spectateurs. Alors juste, quand j'entends le Megrouz et Jean-Pierre, vous êtes en train de dire, alors je caricature évidemment, mais que les résultats de Nadal, alors hors terre battue évidemment, hein, et de Djoko, sont dus à une volonté de faire plaisir à un public de tennis. On dit les footix au foot, et donc on dit les tenix au tennis. C'est assez fort ce que vous dites. Qu'est-ce que tu réponds, Aurel, Marc Aurelius? Les Nadix, on dit. Marc Aurelius?
Il y en a un qui est parti, là. Bah alors Tom, vas-y, réponds à ça, Tom. Et puis là, Alix, Ben, en fait, répète la question exactement, Yo. Ma question, c'est quand j'écoute Jean-Pierre Mental et Mégrouz, pour faire plaisir à une grande partie de tennis, donc des gens qui connaissent pas vraiment le tennis et donc qui sont des potentiels spectateurs et donc des plus-values, Ouais. des plus-values commerciales, Alors, on va dire. bon, je peux te répondre Vas-y. exactement à ça. En fait, à l'époque, les gens, que ce soit les fans de tennis ou non, se plaignaient qu'à Wim, il y avait que du service volé et que finalement, c'était service volé, service volé, service volé pendant 4 heures, à l'image de Sampras, Rafter, tous les mecs qu'on voyait comme ça, et que tout le monde jouait de la même façon, c'était que les mêmes échanges, et à l'image aussi du Isner-Anderson en demi-finale 2000, je sais plus, il n'y a pas si longtemps que ça, où ça a fait 23-21, et normalement, un cinquième set comme ça, 23-21, les spectateurs en avaient marre, et ils voulaient voir Djoko Nadal. Et je sais qu'à un moment, le débat, ça a été à Wim, soit on met une balle de service, mais du coup, ce qui fait changer la règle du tennis, soit on ralentit un peu la surface pour qu'il y ait un peu plus d'échanges parce qu'ils étaient carrément en perte d'audience par rapport aux autres grands chelems. En fait, tout ça, ça n'a pas été fait pour Nadal, ni pour Djoko, ni pour Federer, ni pour machin. Ça a été fait pour attirer le tennis et pour attirer de l'audimat, pour attirer de l'audience. Et ça a profité à certains joueurs comme Nadal, comme Djoko, mais il ne faut pas oublier non plus, comme l'a dit Jean-Pierre, que Borg, dans les années 80, il a gagné 5 fois Roland et 5 fois Wim en faisant que limer 4 mètres derrière. Donc tout est possible. Ok, alors Tom, je t'interromps, Tom. Brice, je vais te demander. Brice, alors même si moi j'ai une affinité qui est connue mais que je ne dévoilerai pas, comment tu peux laisser dire que Djoko n'a pas de tactique, qu'on se fait chier en regardant Djoko et que Non, Djoko pour répondre ça. C'était non, une mais- tactique pour répondre ça. Non, parce que Non. ce sont des mots non objectifs. C'est comme moi quand je dis que Nadal il sait pas jouer, etc. C'est pas objectif parce que je l'aime pas. Donc quand ils sortent des choses comme ça, Mister Mégrou, c'est parce qu'il déteste Djoko et je l'ai bien compris. Donc on peut pas être Non, objectif c'est pour quand piquer, on c'est pour parle de piquer. ces personnes-là. Max, t'en penses quoi, toi, Max, qui est un Et, très bon mais joueur c'est de pareil. tennis? Bah, comme a dit Brice, je le rejoins sur le fait que voilà, le manque d'objectivité fait partie de ça, quoi. Moi aussi, j'avoue Pas comme que ça, hein. Ça fait partie. Après, moi, j'aimerais bien avoir Federer. d'autres arguments Puis je me permets juste de que juste des rajouter, titres, quoi. Parce que là, vous parlez de titres, mais bon, Djoko, il n'est pas parle de non la plus à des surface. années-lumière en termes de titres comparé aux autres, quoi. Donc, Alors, bon, en ok, parlant- il a plus 5% alors, on va du juste tournoi. laisser parler Manu. Vas-y, Manu. Non, c'était juste de dire que dans un débat, rien que le titre de débat qui est le GOAT, et dans le milieu du tennis, forcément, la mauvaise foi et le parti pris de chacun va faire partie du débat. Voilà. Alors, les gars, Eh je oui. vous interromps. Il y a Davis Back qui nous dit sur le chat, les Français ont fait leur choix, ils sont pour Federer. La preuve, sur toutes les mairies de France, on y lit RF. Très bon. C'est assez bon, ça. Merci, Davis Back. Merci, Davis Back, pour cet humour. Tu vois, Davis Back, quand je te propose d'être le Benoît Mailin du Yo Sport Show, tu as toutes les chances d'y être. Alors, les gars, on va parler des titres. Aurel, t'as quelque chose à rajouter sur Djoko? Au niveau des titres, Ouais. Non, au niveau du. Est-ce que tu rejoins un Brice qui dit que il adore le Yo, voir au jouer, niveau qui des titres. retourne devant sa ligne, ou tu rejoins un Mégrouz qui se fait chier devant Djoko? ah ouais, clairement, c'est un tennis pourcentage. Moi, je suis pas fan de ce que fait Djoko. Et c'est pour ça que Djoko il est pas aimé dans ce qu'il fait. Même si c'est un grand champion, voilà. Là, on parle de qui est le GOAT, donc c'est le joueur qui inspire, que tu sois amateur ou professionnel ou enfant. Enfin, voilà, c'est pour moi Djoko, il n'est pas du tout GOAT, quoi. Même si c'est un grand champion qu'il a plein de titres, c'est pas lui qui inspire les gens. C'est limite, il est dans des pays, il est même On pas parle- connu, quoi. On parle pas Franchement. d'inspirer, on parle d'être le meilleur. Alors, Et Ouais, chacun- le GOAT, chacun mais d'entre c'est quoi vous- D'inspirer, on parle du meilleur. je veux dire, Jordan, on parle Justement, c'est la question. Chacun Attends, d'entre vous, c'est si pas on le parle meilleur de palmarès, hein. Enfin, GOAT, qu'est-ce on que parle vous pas de. mettez derrière le GOAT? Voilà. Qu'est-ce que doit comprendre Je Manu répète, a on parle raison, du les gars. meilleur, pas du... les Qu'est-ce que critères, vous en fait. mettez chacun derrière le GOAT, parce on sait tous que c'est pas que le palmarès, c'est pas que la personnalité, c'est un ensemble de choses. Et je pense que le débat, il est aussi là-dessus. Chacun, on va mettre différentes choses derrière. C'est pour ça que vous ne serez jamais d'accord, puisque chacun va avoir ses prédispositions derrière le mot GOAT. On est d'accord.
Donc chacun, ce serait intéressant que vous disiez, qu'est-ce que vous doit être le meilleur joueur de tennis de tous les temps? Voilà, exactement. Donc, on va commencer par Megrouz. Dis-nous quels sont les Ouais, critères il du faut savoir GOAT ce que pour c'est. toi. Je veux dire, GOAT en tête, là. Alors écoute, pour moi, GOAT, c'est un ensemble d'énormément de critères. Le critère, bien évidemment, des titres est très important, mais pour prendre le dessus sur les titres, il faut vraiment être largement loin devant sur les titres de Grand Chelem pour qu'il n'y C'est ait pas vrai qu'ils photo. sont très proches, là. Si Djoko était à 30 et que les autres étaient à 20, bon, ok, là, les autres critères auraient moins d'influence peut-être sur le choix. Là, les trois sont quand même très très proches. Effectivement, pour les Master 1000, Djoko est bien devant le fait d'être numéro 1, d'accord. Mais ça ne fait pas ça, le fait de gagner un plein de Master 1000 et d'être numéro 1 plus longtemps, ça fait pas ça d'être un GOAT. Il y a aussi effectivement les titres. Il y a ce qui l'inspire. Il y a aussi ce qu'il représente dans le monde du sport. Il y a tout ce côté esthétique et toute la magie qu'il peut proposer sur le terrain et tout ce qu'il apporte dans le sport. Bon, il y a beaucoup de choses. Là, j'en passe beaucoup. Après, je vais laisser la parole un peu aux autres, mais il y a tout un ensemble de critères. Tu peux pas dire que juste les titres fait que c'est lui le meilleur. Bon. Alors juste, il y a aussi sur le chat Facebook, il y en a un qui nous a dit que Nadal était le GOAT du tir slip. C'était pour rigoler. Jean-Pierre, est-ce que tu peux nous donner tes critères du GOAT pour toi? Bah, le GOAT, en dehors de tous les titres, tout ça, je pense que c'est surtout le modèle qui t'inspire, quoi. Pour moi, bon, Federer, c'est un modèle. Alors, je reconnais que Nadal a fait évoluer son jeu, je reconnais que Djoko, il fait des choses super et tout ça, mais je me retrouve pas dans ces joueurs. Donc pour moi, le GOAT, c'est celui qui t'inspire on va dire, à palmarès plus ou moins équivalent. Voilà, ouais. C'est celui que tu ressens, quoi. Comme Brice va ressentir Djoko, et puis les deux autres camarades, ils vont voir Nadal, quoi. Donc c'est quelque chose de personnel. Et bon, c'est vrai que pour moi, j'ai quand même l'impression que c'est plus Federer. Les gens se retrouvent plus dans Federer que dans les autres, quoi. Max, quels sont pour toi les critères du GOAT? Alors moi, pour moi, c'est les titres principalement. Hein. C'est ce qu'on retiendra à la fin de la carrière. Je rejoins un peu Adri sur le fait que voilà, le fait qu'il représente, le fait de représenter, d'inspirer. Mais après, à la fin, tout le monde parle du titre du nombre de grands chelems. C'est que ça. Ça s'est un peu basé que là-dessus. Après, moi, pour moi, c'est principalement les titres. Et tu dis que pour l'instant, il faut qu'il y en ait un qui dépasse largement. Pour l'instant, Djokovic est derrière, mais je pense qu'il dépassera de quelques longueurs quand même, un peu plus quand même. Alors, j'ai une question, Max. les Sachant deux, que, Max, par rapport à ce que tu dis, je suis un peu étonné. Djoko, il est 3e sur les grands chelems. Donc, au final, il y a peut-être autre chose que les titres, non? Bah, parce que pour l'instant, il est troisième, mais Alors, on je parlera pense qu'il on passera, parlera après des confrontations directes premier, où Djoko mène et contre Nadal et contre Federer, mais ça, on viendra après. Brice, c'est quoi pour toi les critères du GOAT? Non, mais alors, Yo, déjà, je savais pas que le débat, en fait, tu m'avais invité pour parler qui était le plus beau, inspiré le plus les gens, qui gagnait le plus d'argent, qui avait le meilleur pantalon. Je ne savais pas. Pour moi, c'est simple. Là, on parle de qui est le plus grand joueur de tous les temps, donc il n'y a pas plus simple. Écoute, c'est comme si tu es en classe, t'es dans ta classe, je sais pas, il y a 28 élèves, et puis, ils ont des cours toute l'année, ils ont des évaluations toute l'année, pendant 10 ans, dans une année, et puis, à la fin, et puis, il y a le premier de la classe. On pourra dire, ah ouais, mais lui, il est 3e, mais parce que, pas 2 jours. Ça n'a Ah, mais lui, il a strictement pas rien à passé voir. les Oui. J'adore T'es cette image. premier, t'es premier, t'es deuxième, t'es Donc, deuxième, t'es troisième. Qui est le plus Rien à grand? voir, parce qu'il faut prendre en compte. C'est juste Il un faut nombre quand de même titres. prendre en compte. Non, mais Si. il faut prendre en compte quand même qu'il y a des périodes. Pour moi, le plus joueur de tous les temps, Vas-y, Brice. Vas-y, Brice. Ah, on a perdu Brice. Ah merde. Ouais, je disais pour rebondir sur ce qu'a dit Brice, si je peux me permettre. Attends, mais Brice, il finit et tu réagis. Vas-y, Brice, finis. Ok. je peux pas. Permettre, je peux pas. Non, mais là, faut prendre en compte, je veux dire, on parle de les choses les plus importantes, évidemment, forcément, c'est les titres, c'est les confrontations, ok, et encore, c'est pas parce que tu bats 10 fois l'autre et qu'il t'a battu une fois, s'il est 100e mondial et que l'autre il est 20e mondial, je suis désolé, même si l'autre l'a battu
enfin 10 fois, c'est le 20e mondial qui est plus fort, point. Ensuite, on parle aussi, moi, je trouve quelque chose qui est très important, je veux dire numéro 1 mondial, quoi. Je veux dire, ça veut dire quelque chose d'être numéro 1 mondial. Tu peux pas dire, mettons demain, il y a quelqu'un qui est numéro 1 mondial pendant, je sais pas moi, 400 semaines, et il a gagné 10 grands chelems, même pas, il en a gagné 5. Bon, on sait tous, évidemment, que c'est impossible, mathématiquement, puisque dans ce cas, il pourrait pas être numéro 1 mondial. Mais je veux dire, numéro 1 mondial, c'est quelque chose de très important. On va en parler après, donc, Brice, t'inquiète Il me pas. semble que Nadal est quand même Justement, ce loin record derrière. de place de numéro 1 mondial, est-ce que, avec l'année qui s'est écoulée, est-ce qu'il n'est pas un peu galvaudé pour Djokovic? Je me fais un peu l'avocat du diable. Avec Alors, je suis peut-être d'accord avec toi, mais dans ce cas-là, enfin, pour lui aussi, dans ce cas, si c'est plus dur pour les autres, c'est aussi plus Non, dur ce que je veux dire, logiquement non, c'est pour pas les ça. autres, enfin, C'est pas pour ça. lui-même. Ce que je veux dire, c'est que Après, oui, bon, enfin, je pense qu'honnêtement, je dis cette pas année, qu'il il l'aurait leur pas, mais plus je record, dis, je pense. le fait de l'avoir sur cette période-là, ça amoindrit un petit peu le record du fait qu'il y ait beaucoup moins de tournois et que l'organisation était différente. Alors les gars, on va finir notre petit tour de scène. peux réagir Tom, tu Ok. peux nous dire c'est quoi pour toi les critères du GOAT? Et- C'est le palmarès, c'est les statistiques. Alors, je rejoins un peu l'exemple que donne Brice dans la classe. La plus belle fille de la classe sera pas forcément la le meilleure palmarès. si c'est la plus belle et qu'elle a 15 de moyenne, alors que la meilleure, elle a 19,8, quoi. Donc voilà, statistique, mais dans les stats et dans le palmarès, il y a bien sûr l'ATP. Ils ont fait des distinctions, des titres pour les prix de fair play allant de tous C'est les vrai. prix. Les Il prix y a de un progression seul aussi joueur que Nadal a gagné. de tous les temps, un seul joueur qui a gagné toutes les distinctions de l'ATP dans C'est tous vrai. les temps, C'est vrai. c'est Rafael Nadal. Notamment le titre du fair play et le titre de la meilleure progression tennis. On va finir par Marc Aurelius. Dis-nous pour toi, pardon, c'est quoi être le GOAT? Alors, Dites en incontestablement, français, il y a le palmarès, les titres. Ah, mais, effectivement, le nombre de titres, faut être quand même loin devant la plupart des joueurs. Alors, il se trouve qu'on a 3 joueurs, mais en dehors, pour moi, le GOAT, il y a pas, en critère, c'est pas uniquement les titres, c'est clairement qu'est-ce que le joueur a fait dans l'évolution du tennis en lui-même, du sport, qu'est-ce qu'il a apporté en plus, parce que forcément, ce sont des joueurs hors normes, mais qu'est-ce qu'ils ont fait évoluer dans ce sport, et pour moi c'est ce qu'il faut prendre en compte. C'est au-delà de l'image du joueur. Enfin, il y a de l'image du joueur, mais il n'y a pas que les titres. Ouais, toi t'es un romantique, Aurel. Et Nadal, des joueurs qui ont su faire évoluer Les leur jeu, pantacours, quoi. mais Les pantacours. franchement, qui ont fait une preuve d'adaptation énorme, quoi. Ok, alors juste, je vous lis un peu ce qui se dit sur le chat, c'est intéressant. J'ai vu passer aussi et Rod Laver, qui est le seul qui a gagné 2 fois partout. Vous en pensez quoi de lui? Faux, parce qu'il a gagné une fois avant l'Européenne et une fois après l'Européenne, et qu'avant Oui. l'Européenne, il y avait beaucoup de joueurs pro qui étaient interdits C'est de vrai. participer Ouais. à certains tournois. Yo-yo, Il y a les refaits, tu pourrais prendre la parole après, s'il te plaît? Mégrouse, vas-y, on t'écoute, Mégrouse, tu veux parler depuis tout à l'heure, vas-y. Ouais, je voulais réagir sur ce qu'a dit Brice et à confirmer Tom. Ouais. Il faut comparer aussi ce qui est comparable. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, le débat, c'est entre Djokovic, Nadal et Federer. Mais ça veut dire qu'en fait, eux qui ont eu une période où on n'a jamais eu autant de tournois dans l'année, alors, sauf la période Covid, mais des 15 dernières années, c'est là où il y a une évolution du nombre de tournois dans le monde entier, où il y a des tournois dans tous les pays, dans tous les sens, où il y a même carrément des joueurs qui faisaient des tournois futurs, qui étaient 2-6 et qui étaient dans un tableau final de futurs, ce qu'on n'avait jamais vu encore il y a 20 ans. Et ça, vous pouvez tous le confirmer. Je veux dire, il faut comparer. Il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a des joueurs qui ont marqué aussi le sport, qui devraient être dans un débat comme ça. Il y a pas que 3 joueurs, il n'y a pas que Djoko, il n'y a pas que Federer, il n'y a pas que Nadal qui peuvent être GOAT. Donc ça veut dire qu'il faut comparer. Alors là, on compare sur à peu près la même période, mais il y a des joueurs comme, Alors Adri, comme stop. Sampras, Adri, comme- tu te contredis, parce que tout à l'heure, tu as dit, sauf si le joueur est vraiment, vraiment au-dessus en termes de titres. En tout cas, ces 3-là Oui, mais sont au-dessus de tout le c'est dans monde. une comparaison. C'est dans une comparaison, Yo-Yo. Quand toi, tu joues 10 tournois dans l'année et que le mec, 10 ans plus tard, il a Ça m'est jamais arrivé. l'opportunité d'en faire 30,
forcément, lui, il fait plus de résultats. Enfin, c'est un petit peu comme quand tu t'es moins 4, quand tu montes de moins 2 à moins 4 et que tu as fait 120 matchs, et l'autre à côté qui a fait moins 2, moins 4 et qui en a fait 40. Ah, tu parles de toi, vois là. la notion. Tu parles de Non, je parle pas. Non, non, mais ça, c'est un autre c'est débat. pas ça, le débat, ça, c'est encore un exactement autre pareil. débat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Là, on parle ils ont en plus, l'opportunité de faire beaucoup plus de on est tournois enchaîné. qu'avant. C'est-à-dire que les joueurs comme Sampras, comme Agassi, ils avaient moins de tournois, Oui. ils avaient moins de possibilités de gagner des titres. Donc, est-ce que Sampras aujourd'hui ne mériterait pas On a d'être... TP 250. Non, mais à côté. est-ce qu'aujourd'hui, il mériterait pas, par exemple, un mec comme Sampras d'être aujourd'hui qui est le GOAT, par exemple. Donc, Alors. l'argument de dire c'est Non. qu'uniquement les titres, c'est pas possible. Alors attends, Il y a très des belle périodes, transition, Adri. Très belle transition, ton exemple de Sampras. Parce que moi, je fais un petit rappel du palmarès en Grand Chelem. Parce que Sampras, il a jamais gagné Roland. Mais je vais quand même rappeler. Federer, c'est 6 Open d'Australie, 8 Wimbledon, 5 US Open, un seul Roland. Nadal, c'est un seul Open d'Australie, 2 Wim, 4 US Open, 13 Roland. Et Djoko, c'est 9 Open d'Australie, 5 Wimbledon, 3 US Open, 1 Roland. Est-ce que vous êtes d'accord avec Adri ou pas d'accord? Moi, personnellement, je trouve que pour être dans le GOAT, sans parler de personne là, il faut avoir gagné les 4 grands chelems. Adri n'a pas l'air de cet avis. Est-ce que vous pouvez répondre, les gars? Manu, t'as un truc à introduire avant que ça se clash un peu là? Je suis assez d'accord avec toi que sans prendre parti pour qui que ce soit, pour être meilleur joueur de l'histoire, il faut avoir gagné les 4 grands chelems. Si on parle de la grande époque avec Rod Laver, avec Borg et compagnie, pour rentrer dans cette catégorie-là, oui, il faut au moins avoir gagné les 4 grands chelems et avoir marqué l'histoire par avoir posé quelque chose dans le jeu, et laissé une trace sur l'histoire du tennis. Alors allez-y les gars, qui veut répondre à mes grosses? C'est une question de comparaison. C'est-à-dire qu'à l'époque, est-ce que les surfaces étaient les mêmes qu'aujourd'hui? Est-ce qu'il y avait Il y en avait aussi peu deux de à différence entre les 4 surfaces? On en revient exactement à ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que on peut pas comparer une période et une autre. C'est pas la même chose qu'on pratiquait. C'est plus du tout le même sport aujourd'hui et il y a 30 ans ou il y a 40 ou il y a 50 ans. Donc, est-ce que les mecs qui a 50 ans, qui ont gagné des titres, qui ont amené le sport à l'âge d'or du tennis, ils mériteraient pas aussi d'être GOAT? Tu vois ce que je veux dire? C'est difficile de dire ça aujourd'hui. Je veux dire, on est je parle pas que du tennis, je parle dans le sport en général. On est dans un sport où c'est tout le temps les mêmes qui gagnent, quoi qu'il arrive de toute façon. Et à l'époque, c'était un petit peu moins le cas. C'est aussi pour ça qu'il y avait des surfaces qui étaient un peu différentes, que le matériel ne permettait pas de pouvoir produire un jeu efficace sur toutes les surfaces. Et on peut pas comparer Alors est-ce que c'est pas tout simplement parce que Est-ce que c'est pas tout simplement parce que ces trois-là sont beaucoup plus forts que tous les autres qui ont existé? Non, je pense pas. Je pense qu'il y a toujours eu des rivalités. Moi, je pense que oui. Et est-ce que vous pensez du fait que justement les trois qui existaient en même temps, est-ce que se sont pas poussés chacun pour justement se dépasser et ne pas avoir des époques où ils étaient... Ah bah c'est évident, c'est d'une évidence. Ça a joué, bien sûr. Vas-y Tom, vas-y Tom. C'est évident. Ah bah c'est une évidence. Federer, il a roulé sur le circuit, personne lui arrivait à la cheville jusqu'à l'arrivée de Nadal qui avait à peine 18 ans, où finalement, alors un hasard ou pas, ou naturellement plutôt chanceux, d'être gaucher et d'avoir pile poil le jeu qui dérange Federer, parce que finalement le il jeu pouvait qui pas dérange tout le Federer monde, sur n'importe Nadal. quelle surface. Il avait vraiment le jeu qui contraint Federer. Et après est arrivé Djoko, qui a toujours été finalement l'éternel numéro 3 derrière, mais qui est toujours battu pour passer devant les deux, et qui va très certainement passer devant les deux, et ils se sont poussés au fur et à mesure. Et quand Djoko après a dominé le circuit et qu'on pensait que Federer et Rafa étaient battus, en 2017, ils ont aligné 6 grands chelems à eux deux. D'ailleurs, on pense que Djoko reviendra jamais. Finalement, maintenant, Djoko, on pense qu'il va dépasser les deux facilement. Et en fait, il y a beaucoup de si, et on voit que même les plus grands spécialistes, même nous, même tout le monde, on n'arrête pas de se tromper parce que les mecs, ils font que évoluer. Et au final, Federer, à 40 ans, il est toujours là. Nadal, il devait être en fauteuil roulant à 28 ans, il est toujours là. Et Djoko, il n'arrête pas de gagner tout le temps. D'ailleurs, en parlant de fauteuil roulant, Thomas, Jean-Pierre voulait nous parler de la finale de Roland-Nadal. Vas-y, je t'écoute, Jean-Pierre. Disons ce qui. Attends. Je préviens, ce qui va se passer maintenant va entraîner des choses assez énormes du côté de Tom et Aurel, je pense. Vas-y, Jean-Pierre. Ce
qui m'interpelle un tout petit peu, c'est que, en général, dans des conditions de jeu sur terrain humide, c'est les seules fois, on va dire, où Federer et Nadal ont pu poser des problèmes à Federer et Djokovic ont pu poser des problèmes à Nadal. Et quand je vois Nadal donc sur une période humide avec des balles forcément qui sont un petit peu plus lourdes à manier, je ne m'explique pas trop d'où vient la puissance de jeu qu'il arrive à produire. Va plus loin. Que Va veux-tu plus loin. insinuer? Que veux-tu insinuer? Parce que je veux dire par là, je me demande d'où il tire sa puissance, quoi, vu les conditions de jeu. Va au bout. Donc, tu penses que Nadal était surchargé? J'ai des doutes, quoi. J'ai Voilà, des doutes. ok, d'accord. Une petite réponse des deux autres, des deux pro Nadal là? Quand je vois la branlée que Djoko prend, bon, même dans le troisième où il est devant, et puis après il peut plus suivre, quoi. Donc ça vient d'où, quoi? Donc en gros, Ouais, je vais demander à Thomas et Marc Aurelius de répondre concrètement. Des conditions humides, des balles lourdes, un Djoko qui était relativement en forme. Jean-Pierre trouve très suspicieux le 6-0, 6-2, 7-5 de la finale. Vous avez une réponse? Alors, moi, je pense que Djoko n'a pas fait du tout son meilleur match et qu'il a permis à Nadal d'être monstrueux. Après, dopé dans le sens, oui, il aurait tenu, mais là, il s'est fait exterminer. Il suivait pas tennistiquement, en fait, Djoko, cette finale, mais parce qu'il n'a pas été au max aussi, attention. Hein. Mais il y a un truc aussi que moi, je me pose plein de questions, parce que là, peut-être que Jean-Pierre se pose une question sur Nadal, mais par exemple, Roger, qui en 2017 enchaîne 3 matchs en 5-7, et qu'à la finale, il bat Nadal, et qu'il est moins fatigué que Nadal, alors qu'il a enchaîné que là, 40 ans, il est toujours en train de jouer. Ah, c'est bon, là, ça clash, là. Et il a Talent, il y va au talent. des Bachilavili et des mecs qui ont 28 ans qui sont frais comme des gardons. Et Ouais, le Benoît. putain, Non, mais mais physiquement, là- c'est une machine de Non, guerre. mais là, je peux te répondre sans problème. Parce Donc, que alors à ce moment-là, à peut-être ce moment-là, que si Nadal avait pris des doses à à ce moment-là, Roland, quand tu Roger regardes, a pris quand le tu regardes la triple, finale pour contre revenir. Nadal, Federer, il est un pied dans le coup en permanence. Il a un parce pied que dans le c'est- ah, terrain parce en que c'est permanence. parce que c'est Donc, pas physique de jouer un pied dans le cours en permanence. Mais si, mais fais-le, toi, sur la balle de Nadal. Ah bah c'est beaucoup. Fais-le. Pour moi, c'est beaucoup plus physique de jouer un pied dans le cours que 3 pieds derrière. Non, Thomas, il joue 4 pieds derrière, les gars. C'est pas Non, pour lui, mais je pense. Ça dépend de ta philosophie. Ça dépend de ta morphologie. C'est tellement. Enfin, les gars, franchement, on est entre professionnels de tennis. Les gars, on est entre professionnels de tennis, on est DE, et là, j'entends des trucs, les gars. Mais... Franchement, on va se taper la honte sur les réseaux sociaux, c'est pas possible. Vas-y, Adrien. Comment Il y a- être professionnel de tennis, être DE, avoir joué au tennis depuis qu'on a de la 5 beauté, ans, Adri, c'est être le meilleur. de jouer l'esthétique. Bah, l'esthétique, excuse-moi, mais si tu connais l'histoire du tennis, on est parti quand même d'un sport très élitiste où justement il y avait de l'esthétique en jeu, à jouer en blanc, à faire des gestes avec une belle préparation. Je veux dire, ça fait partie du sport, de l'histoire de ton sport. Donc renseigne-toi un petit peu, s'il te plaît, au lieu de vouloir me contredire sur des sujets que tu ne maîtrises pas. Il y a quand même des, il y a quand même des Comment 15-4. comment tu peux dire que Djoko a loupé son match en finale de Roland? On est sur une surface lourde. Non mais solo Arrête, sur une surface, on est sur une surface très lourde, d'accord? Là où le mec qui est le plus puissant, qui va te faire tourner la balle le plus, va être le plus efficace. Là, une surface où il domine depuis 13 ans, 14 ans la surface, et il y a des gens qui ont quand même osé dire à la télé et dans des débats sportifs, j'étais outré quand je les ai vus que Djoko était favori dans les conditions en octobre-novembre à Roland ou en septembre, je sais plus. Non mais c'est scandaleux de sortir ça. Non mais c'est la surface. Je veux dire, d'où il vient Nadal? Il vient de gros terriens, gros lifter, le mec 3 mètres derrière, et on lui dit attends, le mec qui est contre-attaquant, il est meilleur que toi sur une surface avec des conditions très lentes et lourdes. Non, mais Grosse, ce qu'il voulait dire, c'était que comme c'était très lourd, la terre humide, la balle au rebond rebondissait moins haut. Joko. Il a aucune chance. Il aurait pu faire le plus beau match de l'histoire de son tennis. Il aurait pris 3-7, il y a les 4 éventuellement si Nadal n'avait pas eu son niveau extraordinaire. Tu peux rien faire. Federer aurait pris 1-1 et 1 sur cette surface pareil. Marc Aurelius, t'as quelque chose à dire? Federer.
Non, mais absolument. Et on parle de cette finale, mais je crois que c'est l'année d'avant, à l'Open Australie, c'est Djoko qui met quand même une grosse branlée à Nadal. Nadal qui marche tout le monde, donc, sur tout le monde aussi pour arriver en finale. Il prend une grosse fessée de Djoko à l'Open Australie. Donc là, il a attendu aussi, il a préparé cette finale. Personnellement, il était prêt. Personnellement, mon match préféré, hein, là. Il a fait sa finale et c'est qu'on vient pas de dire. La finale de l'Open d'Australie, Nadal Djokovic 2019, c'est mon match préféré. Hein. Non, mais ce qui est incroyable, c'est que Djoko, Djoko lui-même le dit. Djoko, après la finale de Roland, l'année dernière, dit, bah, j'ai pas les armes, quoi. Voilà, c'est tout. À partir du moment où le joueur le dit, je veux dire, il y a pas de théorie à dire, ouais, il a raté son match et tout. L'autre a surdominé parce qu'il est sur une surface qu'il avantage extrêmement, que c'est très lourd et que il est injouable, simplement. Terre humide, et il l'a dit lui-même. Si tu te rappelles, à chaque fois. Et sa surface, il le prouve, hein, de toute façon. À chaque fois que Djoko et Federer ont posé des problèmes à Nadal, c'était sur des conditions de jeu comme ça. Ils font 4-7. Mais dire ça, c'est ne pas connaître le tennis, parce que même Rafael Nadal. Non mais sérieux, même Rafael Nadal. Tu connais rien, mais Grosse. De la terre battue et le principal intéressé dit plus la terre est sèche, plus mon lift prend et plus je suis meilleur. Plus la terre est lourde, moins la balle va gicler et plus je suis moins je suis efficace. Et Nadal l'a dit lui-même. Il n'y a pas que son lift dans le jeu il n'y a pas que son lift dans le jeu de Nadal. Bon, il y a beaucoup de rondelles. La science du jeu tactique sur terre battue a fait clairement la différence, c'est tout. Il a un style de jeu sur terre battue qui est tout bonnement injouable et encore plus quand le terrain il est lourd et que tu peux pas faire un point gagnant. Je veux dire, il est indébordable. Je suis pas d'accord. Bah, c'est scientifique. C'est vrai que je rejoins Maigret. Maigret, je suis d'accord. Tactiquement, sur terre battue, il a vraiment le jeu. De toute façon, C'est là où le physique a le plus d'importance, parce que c'est là où on couvre le plus de terrain. Bien sûr. D'où ma question, quoi. Bon, en gros, pour toi, Nadal était chargé à Roland, mais Grosse est choqué par ça. Pas de problème. Deux questions à vous poser. Moi, je suis choqué de dire que la finale, c'est Djoko qui a mal joué. Non, il n'a pas été au niveau, point barre. C'est Nadal qui a surdominé cette finale et qui a été monstrueux et encore plus sur une surface comme ça où je pense qu'il gagne. Je veux dire, si j'ai un pari à mettre, je mets une grosse somme. Alors que en juin, sur une surface un peu rapide, Djoko, il peut contrer, il peut faire des coups gagnants, il peut mieux servir, il peut déborder un peu Nadal, c'est impossible de faire sur les conditions qu'il y a eu en 2020, quoi. Voilà. Manu? Après, Djoko, c'est vrai qu'il a fait son meilleur match, et puis bon, on a beau le dire aussi, honnêtement, il est bien plus fort. Il est bien plus fort sur terre battue. Il y a qui comme vrai joueur de terre battue depuis 10 ans là, au fond? Donc voilà, Djoko est un bon joueur de terre battue, mais c'est loin d'être. On parle des plus grands joueurs de terre battue de tout le classement. Hein. Bah, il fait quand même beaucoup de finales. Le plus grand joueur de terre battue, qui est Nadal, ça sur terre battue, c'est incontestable. Un Djoko. Oui, mais il y a le vrai joueur de terre battue tous les à maintenant. Argentins, tous les Sud-Américains, tous les Espagnols. Comme il a dit Adrien, c'était beaucoup de serveurs, de gros frappeurs. C'est pour ça qu'il y a une surface, c'est parce que le tennis va de plus en plus vite. Donc aujourd'hui, si tu mets les mêmes surfaces qu'il y a quelques temps, il n'y a pas 3 échanges. Surtout avec pourquoi ils ont ralenti les surfaces surtout avec l'évolution du physique de chaque joueur. Du coup, il y a aussi moins de joueurs de terre battue. Il y en a qui arrivent. Il y a des Schwartzmann, des choses comme ça, mais il y en a Alors, très peu. on est tous censés être spécialistes de tennis. Donc, j'ai deux questions à vous poser. Le lift prend plus sur terre sèche ou terre humide? Sur terre sèche, évidemment. Merci. Et la dimension physique est plus importante sur terre humide ou sur terre sèche? Ah bah, sur terre humide. Donc, physiquement, Djoko est plus fort maintenant. Mais jamais de la vie, Djoko, il est plus fort que Nadal. T'es malade ou quoi? Physiquement, il est plus fort que Nadal. De quoi tu parles? De quoi physique? Oula, oui, là, non, là. Il est 4 fois plus puissant que Djoko, Nadal. Sur une terre battue lourde où il faut envoyer, où il faut mettre le plus de lift. Mais
Non mais Tom, Mais je ne te parle pas de pour envoyer, Adri. Je te parle de physique pour couvrir le terrain. Qui a la meilleure couverture de terrain? t'as bien vu dans la finale que Djokovic était impuissant, qu'il n'arrivait pas à faire de coup de gagnant à Nadal. Nadal, lui, par sa puissance. Il était stressé, Djoko. Mais il était pas stressé, il a joué, il a fait 20, il a fait je sais pas combien de finales de Grand Chelem. Mais arrêtez, les mecs, vous l'avez pris pour un peintre en bâtiment. Quel stress! Il a Alors pas les gars, le niveau, les gars, on fait une petite pause. On fait une petite pause de chat. Il y a Davis Back qui nous a dit, les gars, je vais arrêter le débat tout de suite. C'est Francis Cabrel avec 191 titres qui est recordman. Bon, ça c'est une connerie évidemment. Il y a la douille, donc je pense que c'est Damien la douille qui nous dit, mais Groos peut-il nous expliquer la défaite de Nadal contre Söderling en 2009? Ah, Bah, tout simplement parce qu'il est blessé et qu'il est diminué. ah oui. Il est diminué Ah, un et très bon match. que Söderling fait un très gros match. Nadal est clairement diminué, qu'on voit que c'est pas le Nadal qu'on a connu. Et l'autre, il a envoyé que des sons, il a profité. Et puis voilà, quoi. Je veux dire, pourquoi parler de ce match, quoi? Je veux dire, Mais qu'est-ce qui a influencé du coup? Bah, c'est le fait que Söderling joue vraiment un tennis. Non, injouable non, parce que s'il avait été injouable, il gagnait Roland derrière, il battait Federer. Donc non, injouable non, mais c'est que voilà, il l'a dit, d'ailleurs, il l'a dit lui-même aussi dans les interviews. Et J'ai son style à dire qu'il est blessé et de se trouver des excuses, mais bon, il en a parlé. Mais Groos, dans ses livres. Mais Groos, j'ai une question. Est-ce que toi et Jean-Pierre, vous seriez sur ce live si Söderling n'avait pas battu Nadal? C'est ma question. Bah, bien sûr que oui. Bien sûr que... Moi, je suis pas d'accord à la base. Je t'ai dit que Sampras, pour moi, il devrait être dans gauche. Gagner les 4 tours du Grand Chelem, c'est pas, ça veut rien dire. Si Nadal avait gagné 20 fois Roland, on l'aurait pas mis dedans. Bon, gagner les 4 tours du Grand Chelem, c'est pas le critère pour être gauche. Bah, si, 20 fois. Ah si. non, on l'aurait pas mis. Ah bah non, s'il gagne pas les autres, non. Bah, vous me dites que c'est les titres, les gars. Donc, 20 tournois du Grand Chelem, je suis désolé, t'es dans le titre. T'es dans l'émission. Bon. Je sais pas, Ok, il a 23 du Grand Chelem sur Terre, il dépasse pas les premiers tours sur le attention, Grand il y a Chelem. quand même un juste milieu. Il y a un juste milieu. Non, je suis pas d'accord. C'est Bon, dans de ce toute façon, cas-là. s'il y a une question à laquelle on peut répondre, qui est le GOAT sur Terre? Ah oui, non mais ça, Mais ça, c'est une évidence. Ouais, mais moi j'ai l'impression que c'est le GOAT que sur Terre. Enfin bref. Donc. Mais ça, il y a pas de débat, ça. Attention, Yo, t'es en train de donner des indices. Hein. Ah oui. Manu, t'as dit quoi? J'ai l'impression. T'es en train de donner des indices sur ton joueur. Fais attention. Non, pas du tout. Je dis que pour moi, en fait, si tu veux, j'admire Nadal pour d'autres raisons que le tennis. Donc ça vous aide un peu. Maintenant, il y en a qui vont... Moi, ça me gêne que quelqu'un ait gagné 13 fois le même tournoi. Il y en a qui trouvent que c'est prodigieux. Moi, ça me gêne parce que je trouve que c'est trop et que j'ai l'impression que la concurrence, même si Nadal est de très loin le plus grand sur Terre, j'ai l'impression que la concurrence s'est un petit peu résignée et travaille moins pour gagner Roland que pour gagner les autres tournois. C'est mon avis. Voilà. Et je fais l'avocat du diable. Il a gagné combien d'Australian Open, Djokovic? 9 et Federer 9 Non. wins. 8. Ça commence à faire beaucoup aussi à la limite. Non, mais c'est juste pour contrecarrer. Il est beaucoup plus Tu vois les autres tournois que les Oui, autres. mais regarde Manu, 11 fois Monte Carlo, 12 fois Barcelone, 13 fois Roland. Non, mais je suis d'accord. Par rapport à la surface, je suis d'accord. Enfin bref. Mais justement, c'est Il domine la surface, Yo. On sait, on l'a dit. Mathieu Smith, il a plus beaucoup de points. Mon ami Djoko favori, d'autant Roland. plus fort. J'en reviens pas. Non, mais moi, ma question, les gars, Nadal, c'est le plus fort, il n'y a pas de problème sur Terre. Ouais. Mais est-ce que ça n'a pas dissuadé d'autres de travailler pour ce tournoi? C'est ça que je vous demande. Bah, ils vont travailler quand il aura arrêté sa carrière. Je pense que les mecs, quoi qu'il arrive, ils bossent comme des chiens et que malheureusement, ils n'y arrivent pas, quoi. Assez incroyable, c'est que, par exemple, Nadal a réussi à battre Federer à Wimbledon, alors que l'inverse ne s'est jamais produit. Comme par exemple, Djoko a battu à 100% de victoire sur Federer à Wimbledon, alors que Federer est censé être aussi le maître de Wimbledon, qui est finalement à 0% de victoire sur un joueur. Ok, alors, très belle transition de Tom. Les gars, écoutez-moi. Tom, pourquoi t'es pas dans la team de Djoko? Tu m'ennuies aussi quand tu parles. les gars, transition de Tom parfaite. Écoutez-moi. Les confrontations Djoko-Federer. 27 victoires Djoko,
23 victoires Federer. Les confrontations Djoko-Nadal, 29 victoires Djoko, 27 Nadal. Moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'au final, on peut pas considérer que quelqu'un qui n'a pas de ratio négatif en confrontation directe, c'est pas lui le GOAT? Oui. Si, je pense. Non. Non, c'est un plus, mais ça. Plus, mais c'est pas. Pour moi aussi, le plus grand joueur de tous les temps, il a 25 grands chelems, il a perdu 10 fois contre un joueur. C'est pas celui qui l'a battu 10 fois qui est plus fort. C'est un plus qui fera la différence s'ils sont à égalité. Ouais, ok. C'est pas ça qui. C'est un plus qui fera la différence s'ils ont le même nombre de grands chelems, par exemple. Ouais, ça par contre, oui. Ça, par contre, mais Faut pas oublier que pas... le tennis est un sport de position. Hein. Donc, Bah oui. Parce que c'est vrai que Federer, par c'est ça exemple, qui compte, hein. il a un ratio négatif parce qu'il a tout le temps joué principalement. Ouais, ma question, les gars, c'est que. Voilà. Demain, il le joue Mais sur Brice, Indoor ou Brice, sur ma herbe, question, c'est. voilà. Ou Moi, à l'époque, je il y a considère 10 que ans, même s'ils ont un ou deux grands chelems d'écart à la fin, peu importe dans quel sens, moi, je considérerais que c'est tellement proche, malgré tout, qu'il y a d'autres critères qui doivent faire la différence. Et pour moi, Novak Djokovic en head-to-head, il est devant les deux. Alors, vous allez me dire, c'est pas fini encore, ils vont encore se jouer. Mais j'ai l'impression que vu les formes actuelles, ça risque de s'accentuer. Moi, tout ce que je peux dire par rapport à Djoko, c'est que il faut. Voilà, moi, je suis pro Nadal, tout le monde le sait. Pour moi, actuellement, c'est lui le GOAT parce que il a le plus de grands chelems et que à égalité avec Federer et que derrière, il est devant en Master 1000, donc il est devant Roger, il est devant en confrontation, mais que Djoko finalement, c'est tout ce qui lui manque et Djoko, il va avoir toutes les stats pour lui parce qu'il va avoir gagné 3 fois tous les Master 1000 alors que jamais un joueur ne les a gagnés une fois. Il va les devancer, mais en Master 1000, mais de loin. Il va sûrement il aura peut-être plus de grands chelems ou pareil, mais il sera numéro 1, les semaines numéro 1, il les aura devant. Il va très certainement avoir l'heure olympique, on ne sait pas. Il va tout avoir. Et quand tu as toutes les stats pour toi, c'est qu'il y a un moment donné où peut-être qu'actuellement, il n'a pas tout, mais oui, pour moi, à 90% de chance, il aura tout. À moins que Nadal arrive à s'envoyer Roland, l'US Open, et que Djoko soit stoppé par la next-gen, ce que je trouve impossible. Parce que déjà, Wimbledon. Non, mais c'est pas ça, c'est que pour l'instant, il ne l'est pas, mais comme a dit Max en début, c'est qu'il aura toutes les stats pour lui. Et ça, je suis entièrement d'accord. Je pense qu'il aura toutes les stats pour lui, à moins qu'on soit illuminé comme on a été illuminé en 2017 par Rafa Roger. Mais bon, plus ils prennent de l'âge, et voilà. Et comme a dit Yo, physiquement, Djoko, c'est le plus frais pour continuer et celui qui est le mieux préparé par rapport à son âge aussi. Voilà. Attention. Alors les gars, je vais poser les questions là qui doivent, ça doit envoyer là du lourd. On va commencer par Marc Aurelius. Dis-nous ce que tu détestes chez Djoko et ce que tu détestes chez Federer. Allez, go. Bah Djoko, tout. En fait. Le style de jeu, sa façon d'être, il est content quand il gagne. Je crois que là, la mauvaise foi va il fait la gueule. Il est non mais voilà, c'est quand même, c'est le GOAT. Si ça doit être le GOAT, ce sera quand même le premier à avoir mis une balle en ramasseur de balles en plein grand chelem. C'est quand même énorme. C'est un GOAT. Non, moi, ouais, d'accord. Voilà. Et tellement bidon ça encore. Et Federer, non mais Federer, je déteste pas. Non, je t'ai demandé qu'est-ce que tu détestes chez eux. Djoko, j'aime pas. Mangeur de cailloux, putain. Mais son style de jeu, c'est caillou. Voilà, pour moi, il fait rien de là-bas. Il court partout, il ramène tout, c'est insupportable à avoir joué. Pour moi, il crée pas, il crée rien, quoi. Ouais, clairement, il renvoie, il tient ses go, c'est diagonal, il fait, voilà, ça a volé. Moi, ok, il progresse, il fait des amortis, mais bon, voilà, franchement, moi, il m'énerve à avoir joué, quoi. Franchement, voilà. Et Federer, qu'est-ce que t'aimes pas chez Federer? Je préfère Nadal parce que. Qu'est-ce que j'aime pas? J'aime pas. Je préférais les tenues de Rafa, quoi. Non, dans son jeu, il y a rien que je peux dire. C'est hyper élégant, c'est fluide, etc. Après, voilà, je préfère Rafa parce que voilà, y a pas de choses que j'aime pas chez Federer, clairement. Franchement, tu peux pas dire que t'aimes pas quelque chose chez Federer. Enfin, pour moi, c'est pas possible. Et le fait que tu te rapproches. Il y a un truc que je peux dire, c'est le fait qu'il soit tellement fort, c'est le fait de. Attends, ce serait le fait de gérer ses matchs du style le mec il s'en fout de brader quelques jeux parce qu'il sait qu'il va gagner le set.
Voilà, à la limite, voilà. Oui, parce qu'en fait, Tactiquement, Nadal, il techniquement, gagnera ça- plus souvent 6-1, 6-1 et Federer 6-4, 6-4, en fait, c'est vrai. T'as raison. Maintenant, Marc Aurelius, qu'est-ce que tu penses Non, du fait c'est même pas question. Ouais. Qu'est-ce que tu penses du fait Non, que ton jeu s'inspire plus de Djoko que des deux autres? Oh la pique. Mon jeu à moi. Ah ouais, hyper physique, flexible. Hyper studio. Non, sérieux? Non, non, bah non, pour moi, mon jeu, ça sert pas du tout de Joko. Revers de main, ok. Gaucher, je livre, je serre. Bon, voilà, mais. Bon, pas- non, plus sérieusement, on va dire Agassi encore. plus sérieusement, on a bien Voilà. compris Hyper que tu, délire, quoi. on a bien compris que tu détestes Agassi. Djoko, avec des arguments pas forcément objectifs, Ah, Joko. que tu reproches pas grand chose à Federer, mais que tu es absolument amoureux de Nadal. Et ça, c'est comme ça, c'est l'amour du joueur. Tom, peux-tu me dire ce que tu détestes chez Federer et chez Mais Djoko, s'il te plaît? Alors chez Federer, absolument rien, puisque à l'heure où je vous parle, j'ai 2 posters au-dessus de moi, c'est un de Nadal, un de Federer. Ouais. Donc pour moi, Federer et Nadal, ça a été la rivalité qui a marqué l'histoire du tennis, clairement. Et c'est pour ça qu'en fait, Djoko, il est pas aimé ou moins aimé. Enfin, je parle pas du comportement, bien sûr. Hein. Non, je parle pas du comportement, bien C'est sûr. toi qui l'ai pas aimé. C'est qu'en fait, ils ont tellement élevé la rivalité était tellement grande que quand tu demandais à quelqu'un quel est ton joueur préféré, c'était soit Federer, soit Nadal. Si le gars te disait autre chose, tu disais putain, mais c'est pas possible. Donc en fait, quand Djoko est arrivé finalement, ça a été celui qui a grappillé un peu du côté de Nadal parce qu'il a empêché Nadal d'un côté de faire des choses, il a empêché Federer de faire des choses. Donc les fans de Federer, ils n'étaient pas contents contre lui, les fans de Nadal n'étaient pas contents contre lui. Donc c'est un peu pour ça aussi que ça a commencé comme ça. Et peut-être qu'après lui, il a senti et son comportement, il a changé au fur et à mesure des années. Ça, j'en sais rien, je suis pas psychologue, rien. Mais j'aime tout chez Federer. Bon, voilà, Nadal, j'aime tout chez Nadal. Djokovic, je ne critiquerai jamais son tennis parce que c'est le tennis qui fait gagner. Je veux dire, à un moment donné, si tu dois faire des ronds pour gagner un match, tu vas le faire. Et on l'a tous fait pour gagner un match. Ah non, et... pas moi. Non, Yo-Yo, il l'a jamais fait. Non, après, je dis pas qu'il fait des Non, ronds. oui, Parce non, jamais, non, jamais. Je dis pas qu'il fait des ronds parce que c'est complètement faux. C'est le tennis que j'apprendrai à tous mes élèves. Ah voilà, ouais. Le tennis de Djoko, c'est le tennis statistique. Qu'est-ce que tu veux? C'est ce qui marche, c'est ce qu'il faut apprendre, c'est comme ça. Si le mec, tu lui fais faire des retours volés, ou le mec, tu lui dis fais des coups droits à l'assaut et envoie des liftons à 4000 tours minute, eh ben, tu as de très grandes chances que le mec, il n'aille pas très loin. Tu as plus de chances de réussite en faisant jouer tes élèves comme Djoko. Donc, je critiquerai jamais son style de jeu parce que je l'aime bien. En tant qu'enseignant, en tant que joueur, déjà. Ce que je peux juste critiquer, c'est son attitude. C'est effectivement, c'est un accident, la balle dans la gorge, il n'a pas fait exprès, mais c'est l'attitude qu'il a en tant que numéro 1 mondial. Il n'a pas à se comporter comme ça, à faire autant d'appels de médecins, à être un peu truqueur. Voilà, bon, c'est tout ce que je peux critiquer chez Djoko, c'est son attitude et son comportement, c'est tout. Voilà. Alors moi Les gars. Ah, Mégro est revenu. Donc là, Mégro, je suis en train de demander à tout le monde ce qu'ils détestent chez les deux autres de leur poulain. Juste, répondez à la douille qui doit nous laisser. J'ai une dernière question pour l'ensemble du groupe. Doit-on être au top physiquement pour être GOAT? Et pensez-vous que si Murray n'avait pas été blessé, on pourrait le considérer comme un GOAT? Non. Malheureusement, il n'y a pas débat pour Murray. Il a perdu tellement de fois en finale. Ok. Non. Bon, ouais. Vous C'est êtes qui, tous, Murray tous d'accord? C'est qui Murray? Ok. J'adore Murray, mais Bon, non. ok. On va enchaîner avec Brice. Brice, qu'est-ce que tu détestes chez Nadal et chez Federer? En tout cas, déjà, je félicite Tom. Ouais, je c'est vrai que ça l'ai change, trouvé c'est bizarre. très lucide sur ce qu'il a dit là. Dans ses propos sur. Ouais, c'est bizarre, ouais. Moi, j'adore Federer. Honnêtement, j'adore son jeu. J'adore son jeu, sa façon d'être. Il est cool, il est relâché. J'adore. C'est vrai que je déteste Nadal. Je pense que je déteste encore plus sa personnalité que son jeu qu'il a su faire évoluer.
Et je suis obligé d'apprécier son jeu, surtout son revers dont tu as parlé au début, qu'il a fait énormément progresser. Mais c'est vrai que moi je déteste ce personnage. Bon, tous les joueurs sont à peu près faux, on le sait, ils jouent tous plus ou moins un rôle. Mais lui, je le trouve vraiment faux à chaque fois qu'il parle. Quand il fronce son sourcil, quand il achète des commons à tout va sur les fautes des autres, c'est avec ses pantacours. C'était cet aspect-là qui m'agaçait de lui, sa personnalité, plus que son jeu. Après, son jeu, comme je dis, il a su le faire évoluer, donc forcément on est obligé de le respecter. Roger, donc je l'apprécie aussi énormément. J'étais un grand fan de ce joueur. Après, c'est vrai que j'ai été déçu de clairement son blocage en l'air, quoi, clairement. Voilà. Maintenant, voilà, si tu veux ça, il y a un moment où faut faire quelque chose, quoi. Voilà. Bref, après, j'adore ce joueur, honnêtement, j'adore. C'est un exemple aussi pour le tennis, je trouve. Et Djoko, pour moi, c'est l'exemple pur en tant qu'enseignant. Comme l'a dit Thomas, pour moi, s'il y a un tennis qu'il faut enseigner, c'est plutôt le tennis de Djokovic. Federer, ça paraît trop facile. Quand il joue, on a l'impression qu'il marche. Nadal, au contraire, on a l'impression qu'il force. Je veux dire, on peut pas recommander ça à un joueur de tennis, quoi. On va pas lui dire force comme un mulet en coup droit, fait une boucle. Mais je trouve que c'était Mégrous, Babyface. Non, plus sérieusement, ok. Max, qu'est-ce que tu détestes chez Nadal et chez Federer? Fous un peu le bordel, là. Allez. Alors, j'avais perdu la connexion, vous m'entendez, là? Ouais, t'entends. Ah, vas-y. Non, honnêtement, moi, j'ai rien vraiment Bon, on t'entend plus. Que je déteste. Le live Facebook a été interrompu. Ouais, on t'entend, vas-y. Bon, tant pis. On va passer à Jean-Pierre. Jean-Pierre, qu'est-ce que tu détestes chez Nadal et Djokovic? Vas-y. Foncièrement, je les déteste pas. Non, qu'est-ce que tu détestes chez eux? Pas le détester lui, mais qu'est-ce que tu détestes chez eux? Dans leur jeu. Nadal, c'est toujours le doute que je peux avoir. Voilà. Ah oui, donc toi, foncièrement, t'as un énorme doute. Mais le problème, c'est qu'on peut l'avoir sur tout le monde, le doute du dopage, non? Oui, peut-être maintenant, oui. Peut-être maintenant, oui. Mais il y a une époque quand tu voyais Nadal, Federer à Wimbledon, où tu voyais Federer qu'il était à peine tout juste capable de servir au 4e, au 5e set, et que l'autre en face, il pouvait gambader encore pendant 2-3 sets. Tu sens que ça faiblit pas, quoi. Ça faiblit jamais dans un 5e set. Quelque part, bon. Et c'est vrai pour les autres aussi maintenant. Donc, c'est ce doute-là. Bon, alors, je reconnais que c'est un immense champion, qu'il a relâché, il a fait progresser son jeu, c'est un combattant. Mais ça, c'est le doute. Et Djoko, bon, j'aime bien ce qu'il fait aussi sur le terrain. C'est un grand champion, c'est un grand défenseur, il est élastique, il va partout, il retourne merveilleusement bien. Mais c'est plus le comportement du joueur que j'aime pas. Ok, donc l'attitude, quoi. Truqueur. Et Mégrous, allez Mégrous, fais un plaisir, balance de la punchline, là. Non mais je veux qu'il balance de la punchline. Non, tu finis par Mégrous. Attends, on finit par moi, là, les gars? Ouais. Ah, on finit toujours par le meilleur, les gars. Non, alors, on finit par le troisième, sur écoute, le podium. Nadal, ce que je détestais chez lui, et ce qu'il y a aussi, hormis effectivement l'évolution technique qu'il a apporté à son jeu, ce que je détestais le plus, c'était son attitude au départ. C'est-à-dire les premières fois, il est arrivé avec des bas mots à tout va sur les fautes directes des adversaires et tout, et je trouve que la plus grosse évolution justement de Nadal. Alors le live Facebook est interrompu, le technicien va y remédier, vous inquiétez pas. Mis à part effectivement son jeu qui a beaucoup évolué, mais au final la vraie grosse évolution, je trouve que c'est son attitude. Et franchement, j'ai rien à dire là-dessus. C'est un exemple. C'est un exemple de tout. Tu dis pareil. Il y a un élève qui me demande, qui veut regarder un match. Je vais lui dire, écoute, tu regardes Nadal, quoi. Il s'arrache comme un chien. Il abandonne jamais. Il est toujours très très fair play. Bon voilà, ce qu'il n'était pas au début. Donc je trouve que c'est la plus grosse évolution de Nadal pour moi. Après, sinon tout le reste, franchement, j'ai rien à dire sur Nadal. Moi, c'est un joueur que j'adore. Je te dis, comme je vous ai dit, il m'a fait changer d'avis. Donc, très sincèrement, j'adore. Moi, le problème, le vrai point noir, c'est Djoko. Alors, malheureusement, c'est un déni de sale gueule.
c'est un déni sale gueule. C'est-à-dire que déjà, physiquement, je peux pas. Tu vois, il y a des gens comme ça. Non, mais je le dis très honnêtement, c'est pas méchant ce que je dis, c'est qu'il y a des mecs comme ça, leur gueule t'en revient pas. Et lui, déjà, même si je le croise dans la rue, sa gueule, je sais pas, j'aime pas, il y a un truc qui bloque déjà. Le deuxième chose, c'est qu'effectivement, en fait, ce qui me dérange, et je reviens à ce que disait Tom tout à l'heure, là, quand je suis revenu dans le live, c'est qu'en fait, ce qui m'énerve chez Djoko, c'est pas son attitude, c'est de pas assumer justement son attitude. C'est-à-dire qu'en fait, il veut se faire passer pour un mec qui est un mec fair play, cool, super sympa, machin, sauf que il est tout l'inverse. Et en fait, ça se voit trop. C'est trop visible. C'est-à-dire qu'en fait, c'est forcé quand il veut faire le mec bien, quand il veut faire le gars qui est fair play et tout. Mais au final, à chaque fois qu'il se retrouve dans les manchots, on voit vraiment ce qu'il est. C'est-à-dire un mec qui va essayer d'un peu de truquer, qui va essayer de faire feindre qu'il est blessé, mais en fait, il l'est pas, il s'arrache comme un chien. Et ça, c'est le gros point noir aussi de Djoko. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un côté pas, il s'assume pas, on a l'impression. Nadal s'assume, il s'assumait même avant. Quand il faisait des bamos et tout, il s'assumait. Bon, il a évolué. Federer a l'air de s'assumer dans son attitude. Mais Djoko, j'ai l'impression depuis qu'il est arrivé, il a toujours la même attitude. Et en fait, on a l'impression qu'il est malheureux de mal vivre le fait que les gens ne l'aiment pas, sauf qu'il fait tout, en fait, pour pas donner envie aux gens de l'aimer, en fait. Dans son attitude, je parle. Après, son tennis, franchement, même si je suis pas fan de ce tennis-là, je suis pas grand fan, mais il y a rien à dire. Il est monstrueux dans tous les secteurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un secteur où il a un point faible, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai quand même vu Djoko à Roland, justement, faire des amortis magnifiques, rétrales qui retombaient dans le filet. À la volée, il est plutôt adroit. Tennistiquement, il n'y a rien à dire sur Djoko. C'est juste que ce style de jeu-là, et c'est pas que Djoko, c'est un peu cette façon de jouer-là me fait pas bander, quoi. Voilà, c'est tout. Alors moi, j'ai une question, les gars. Vous allez tous m'y répondre. On commencera par Manu, quand même. Est-ce que le fait que le tennis se soit construit, comme a dit Thomas tout à l'heure, soit construit, on est d'accord, dans les 15 dernières années, autour de la rivalité Nadal-Federer, n'a pas créé des pro-Nadal et des pro-Federer, et tous ces gens-là, ça les a fait chier, qu'il y a un troisième mec qui arrive, avec un comportement justement pas trop aseptisé, un peu provoque, qui plaît ou qui plaît pas, apparemment qui plaît pas du tout. Est-ce que c'est pas plutôt ça qui a créé de la haine anti-Djoko, surtout de la part de Marc Aurelius et d'autres? Moi, je suis pas d'accord avec ça, moi, Yo-Yo, parce que, par exemple, un joueur comme Kyrgios, qui a une attitude encore limite, plus limite que Djoko sur certains matchs, au moins le mec s'assume. C'est ça c'est ce que je disais, c'est que en fait Djoko il s'assume pas. Éventuellement, s'il avait une attitude un peu de rebelle et tout, on kifferait, tu vois. Oui, mais Kyrgios, il a pas battu 10 fois Federer, 10 fois Nadal, il a pas gagné une grande chelem. Il va pas embêter. Oui, mais ça change rien. C'est pour ça qu'il y en a qui aiment pas Djoko. Parce qu'il a empêché. C'est ce que j'ai dit. Que comme l'a dit Thomas et Yo tout à l'heure, qu'il a empêché Nadal et Federer de gagner plus de grands chelems. Il faut le dire. Moi, je pense pas. Je suis pas sûr avec ça parce qu'au final, on voulait des nouveaux joueurs. Quand il y avait que Nadal, que Federer, souvenez-vous, on disait tout le temps, c'est les mêmes finales. Maintenant, il y a aussi un peu Tim qui commence un peu à sortir son épingle du jeu là sur les dernières finales et tout. On voit qu'il est capable un peu de tenir peut-être et d'aller chercher les grands chelems. On a envie d'avoir des nouveaux joueurs. Moi, je sais pas, aujourd'hui, moi, j'aimerais avoir un mec qui arrive et qui commence à taper Nadal sur terre, un mec qui tape Djoko sur dur et un mec qui tape Federer sur gazon. Enfin, je sais pas vous, mais moi, c'est le cas. Mais le problème, c'est que c'est le personnage. Regarde, un mec comme Kyrgios qui est quand même, on va dire, je pense qu'il est quand même adoré malgré son attitude un peu de rebelle, alors qu'il a pas de titre et tout. C'est aussi parce que le mec s'assume et qu'on sait que Kyrgios c'est là, c'est lui et il est pas faux. C'est ça que j'essaye de dire en fait. Ah ouais, je te rejoins un peu, Adrien, là-dessus, totalement sur le fait qu'il s'assume pas sur son côté mauvais garçon entre guillemets, et surtout sur les célébrations d'après-match. Mais après, tu peux pas dire qu'il simule des blessures ou quoi que ce soit, parce que là, ça a parlé sur le dernier Open d'Australie, mais un mec qui a gagné 8 fois l'Open d'Australie, qui veut absolument battre les deux en termes de grand chelem, il va pas faire semblant d'être blessé, dire que il va pas y arriver, il va peut-être abandonner. À contrario, les autres le font pas. Nadal et Federer, tu les vois pas. Regarde Nadal quand il était diminué à Roland contre Söderling, il y a personne qui a vu qu'il se plaignait de quoi que ce soit de douleur. Il a pas été voir
Quelque part, c'est-à-dire qu'il est vrai alors Djokovic. C'est-à-dire qu'il finalement il est vrai quand il est blessé. Oui, Il ça, le c'est dit sur ça, ouais. quand il est énervé, il lance une balle. Je veux dire, voilà. Moi justement, j'aime bien Djoko parce que je le trouve vrai. Et les deux autres, pourtant j'adore Federer. Federer est trop calme et Nadal est trop faux. Justement. Et peut-être même Federer est un peu faux des fois. Et justement, Djoko il Federer s'exprime, est et ça fait encore du bien. plus dans le faux tennis. que Nadal, je pense. Ça fait du bien dans le tennis, tu vois, justement, casser des raquettes, je veux dire, toi aussi, je suis sûr, maintenant tout est Ça, j'en ai robotisé. cassé, Ils disent, Ça, j'en ai cassé, maintenant ça, c'est sûr. ils lancent une balle en l'air, ils ont un avertissement, enfin, je veux dire, c'est ridicule maintenant. Ah, mais moi, ça, j'adore ça. Moi, j'adore. On Voilà. va tous se marrer devant Benoît Paire qui va péter un Ah, câble voilà. et tout, même si Voilà. on trouve que C'est c'est marrant. pas un exemple. Mais ce que je veux dire, Et c'est c'est que ces souvent mecs-là, un petit peu. ils l'assument. J'ai l'impression que Djoko, il veut pas Ouais. assumer ce côté-là. Et moi, ça me gêne. Il veut pas assumer ce côté un peu de rebelle. Alors, il l'a assumé si une fois, Et il l'assumait plus et il quand l'assume tout moins le maintenant, stade, justement. et t'en as parlé la dernière fois, Yo-Yo, on en a parlé, quand tout le stade était contre lui, et que tout le monde était pour Federer, là, on a aimé ce côté rebelle. Ouais, ok, je suis tout seul dans le stade à être, tout le monde est pour Federer, mais vas-y, je vais y aller aux couilles et je vais vous fourrer. Ça, j'ai bien aimé, tu vois, de lui. Mais les trucs qu'il fait, enfin, les trucs où il veut faire le mec bien et tout machin, et au final, il se plante tout le temps, ça montre pas une bonne image de lui. Et au final, son image de rebelle, on a envie de la voir parce que c'est un vrai rebelle dans ce tennis-là. C'est-à-dire qu'on avait effectivement Federer Nadal qui était là, et on arrive un gars qui arrive, qui joue un peu un tennis pourcentage, et on a envie d'avoir un rebelle, et je sais pas, il veut se mettre dans une catégorie qu'il n'est pas, quoi. Alors les gars, Est-ce que ça, tu penses, les gars, des médias, ça? on a Verstappen qui nous dit le god de la crampe en conférence de presse, c'est Nadal. Et surtout, on a Davis Bach qui, je vais y aller aux couilles et je vais vous fourrer. Megros 2021, j'ai pas compris cette phrase sur le chat. C'est la citation de Rose qui vient de faire là. Ah ok, je vais y aller aux couilles et je vais vous fourrer, Megros. Parfait. Juste, Davis Bach nous dit, mettez-vous à la place de Nolé un instant, quand il a commencé à vouloir bousculer les deux autres qui étaient installés comme les maîtres des lieux et adorés, immense champion, non. Ouais. Bah oui, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il est Ouais, moi, autant détesté. Et qu'après, on lui cherche la moindre chose. Il lance une balle. Il va lancer une balle, il va tuer un pigeon. On va dire, oh là là, c'est un tueur de pigeon, quoi. Alors Manu, est-ce que tu penses toi que Djoko est parano ou qu'il est faux comme le dit Megros? Je pense qu'il a une revanche à prendre sur les deux autres parce qu'il est à la course à courir derrière les deux autres. Donc il essaye de justifier ça, cette course au record. Et moi, je voulais dire quelque chose. Est-ce que vous ne pensez pas, alors je me fais un peu l'avocat du diable, que les trois dont on parle, Djoko, Nadal et Federer, sont trop aseptisés pour le tennis actuel. Megros, t'en parlais tout à l'heure que les règlements sont aseptisés, ils ne peuvent plus rien faire sur le terrain. Est-ce que justement, alors peut-être Djoko à un degré moindre, mais ça n'a pas fait du bien au tennis. Alors sportivement, ils ont apporté des choses monumentales, on ne va pas se le cacher, mais que justement, c'est trop aseptisé, trop beau, trop gentil. Est-ce que des Kyrgios, des pairs à un degré un peu plus important, c'est pas ce qu'on voudrait à l'heure actuelle et que les gens ne veulent pas maintenant payer pour des gens comme ça? Je pose la question. Moi, je suis complètement d'accord. Je pense que ce qu'il faut, c'est qu'on ait des personnalités et des styles de jeu différents pour que les gens puissent, que chaque personne puisse un peu se démarquer et puis puisse avoir un peu, les jeunes puissent avoir une passion sur un style de jeu. Moi, ça me manque des styles de jeu un peu différents. Ça me manque des caractères différents. Alors, je suis complètement d'accord que Federer, c'est pas un mot, pas un bruit, mais c'est le système qui fait ça. C'est-à-dire que quand ils le font aussi, ils se font grave critiquer, quoi. Tout à fait. Alors moi, je vais laisser parler les gars. Jean-Pierre, qui est un expert mental, puisqu'il a monté sa structure sport mental et performance, par rapport à la concentration qu'exige de gagner un grand chelem, par rapport à la concentration qu'en match il faut avoir pour être bon sur tous les points, comme Nadal est quand même incroyable là-dessus, est-ce que c'est pas contradictoire de ne pas être aseptisé et d'avoir des résultats, Jean-Pierre? Ça dépend des personnes. Ça dépend des gens. Il y a des gens, ils ont besoin de... Un mec comme Federer, je pense que c'est un mec qui est concentration longue. Donc c'est un gars, il faut qu'il soit toujours dedans. Je pense que Nadal, pareil. Par contre, Djoko, lui, c'est quelqu'un de... C'est un petit peu comme mon fils, quoi. Il est concentration courte. C'est-à-dire que c'est le mec qui est capable d'interpeller le public et puis de revenir rejouer derrière. Donc, il n'y a pas de règle. Je pense qu'il y a deux types de concentration. Et chacun doit jouer avec le type de concentration qu'il a, quoi. Nadal, Federer, je dirais long. Et Djoko, ça peut être très court, quoi. Alors, on est d'accord qu'un mec comme McEnroe, il pourrait plus être au sommet maintenant.
Bah, ça serait difficile parce qu'il avait besoin de cette montée d'adrénaline pour, si tu veux, se transcender derrière, et en même temps, il essayait de déstabiliser l'autre. Mais je suis pas sûr qu'il pourrait le faire parce que maintenant, il se prendra des points de pénalité et ça sera Alors, peut-être compliqué. Marc Aurelius, toi qui aimais bien boire au goulot des QB entre les simples et les doubles des matchs par équipe, qu'est-ce que tu penses du côté beaucoup trop aseptisé des joueurs de tennis aujourd'hui? Oui, non, mais là-dessus, je suis absolument d'accord. Mais c'est ce qu'on nous demande de former. Enfin, en gros, ce qu'on nous demande de faire, c'est des gamins qui tiennent leur Jago. Ils font tous la même chose et c'est ce qui fait plus rêver. Aujourd'hui, un gamin te dit, je suis fan de Rafa, je vais faire des coups de droit à la on va lui dire non. Le gamin, clairement, il va arrêter le tennis. Je veux faire un revers à une main, bah ouais, on l'oblige à faire des deux mains. Globalement, en général. Hein. Et moi, j'avoue que c'est ce qui manque dans le sport, quoi. Maintenant, c'est que tout le monde fait à peu près la même chose. Et c'est pour ça que, bah voilà, franchement, on s'ennuie, quoi. Ça devient ennuyant. Alors moi, les gars, Et je vais vous dire, attends, moi je vais vous répondre quoi. clairement. C'est un gros- Là, mes grosses, tu vas me dire ce que t'en penses. Est-ce que c'est... Alors moi, je vais mettre en cause la Fédé, là. Est-ce que c'est pas à cause de cette soi-disant technique fédérale de mes couilles, parce que moi, personnellement, la technique fédérale, ça me passe au-dessus, que, en gros, si tu formes un gamin comme il aurait envie d'être, ou un peu atypique, dès qu'il y a un mec de la ligue qui va venir le voir, il va te dire non, là, ça va pas, il y a pas la boucle en coup droit, là, ça va pas, etc. Donc, mes gros, j'ai une question. Est-ce que c'est pas à cause de ces conneries fédérales Mais yo, qu'on est obligé en tant qu'enseignant, si on veut avoir des résultats, de sortir des joueurs bah, qu'on n'a pas un mec qui sort- complètement aseptisés, qui n'ont pas leur style, et qu'on n'a pas, au final, un mec qui sort du lot en France? Ouais, mais ce que je veux te dire, c'est que ce style de jeu-là, c'est pas spécifique à la Fédération française de tennis. On est d'accord. La réalité, c'est que ce style-là est efficace, que tu sois espagnol, que tu sois n'importe quel pays, n'importe quelle nation, il est efficace ce style de jeu-là où voilà, tu cognes de fond de cours, t'essayes de pas lâcher ta ligne, gros service. Solide, tennis pourcentage, ça marche pour tout le monde. Alors c'est non, toutes les nations. Donc, si tu veux- Tsitsipas, il est, moi je suis désolé, Tsitsipas, il est complètement pas du tout comme tu le décris. Chapovalov non Bah, plus. moi- Il y a quand même quelques très bons joueurs qui sortent un peu du lot. Technique. Sur Non, le moi je style. trouve pas. Je trouve que c'est des gestuels. Ils sont un peu différents gestuellement, mais qu'au final ils font la même chose que les autres. Ils sont au fond de cours, ils cognent fort et ils essayent de pas faire de trop de fautes, quoi. Regarde Ziner qui Et- arrive, c'est pareil, quoi. Hein? Pardon. Chapeau ballon, vers l'avant, quand Tous ceux même. qui arrivent, ils produisent quand même un jeu sensiblement identique. Donc c'est, même si je te rejoins sur le problème franco-français, mais c'est quand même au niveau international. Moi, je pense que c'est l'évolution du sport qui a créé ça. C'est que si on veut avoir des bons joueurs, il faut les faire travailler dans ces secteurs-là et que ce soit alors c'est un peu vulgaire comme mot, mais que ce soit robotisé. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit des athlètes avant tout, des joueurs qui savent tout faire et qui soient efficaces dans tout ce qu'ils font. Et bon, et je pense que c'est pas une question de Fédé, c'est la Fédé s'adapte à ce qu'on lui donne et à l'évolution du sport. Je pense que le gros point noir, c'est de ce qu'on a voulu faire de ce sport. Moi, c'est mon avis après. Alors juste en parlant de ça, un petit aparté. Je recevrai bientôt dans l'UO Sport Show Gilles Moreton, le nouveau président de la Fédé. On verra si éventuellement il peut venir avec SQD, le nouveau DTN, mais on aura l'occasion quand même de parler avec lui de... Moi, j'aimerais bien qu'on parle aussi un peu avec lui de... Parce que Megrouz, même si tu dis que c'est un petit peu plus que national, ça te dérange pas qu'il y ait une sorte de technique fédérale, sérieusement? Enfin, ce qui est gênant dans ce qu'a dit Moreton, c'est que quand tu l'entends parler de Gaël Monfils, et qui dit que bon, c'est bien à son âge de tout changer, de remettre tout son tennis à plat. Le mec, je sais pas quel âge il a quel âge? 30 ans normalement, non? Mon fils, 31, 86. 32. 86, il a 34. Ouais. 34. Donc, quand tu l'entends dire ça, bon, ils sont mal barrés, quoi. Pourquoi? Incohérent, quoi. C'est compliqué comme sujet parce que Il gagne plus un match depuis un an et l'autre, Je vais demander à Tom, t'as un avis là-dessus, Tom? Oui, yo. Ouais. Est-ce que tu peux te donner l'avis que tu as sur ce qu'a dit Aurel, sur ce que disent tout le monde, que maintenant on a entre guillemets des directives, on donne
des consignes de jeu beaucoup trop aseptisées et qu'on laisse pas les jeunes avoir leur propre style pour qu'ils se détachent un petit peu? Je trouve que ça a été vrai pendant un moment, mais que maintenant, les enseignants sont quand même formés pour ça. Enfin, ils savent maintenant, je parle des bons enseignants, qu'un joueur, il arrive avec une génétique de jeu, il arrive avec une volonté de produire un certain jeu et qu'il faut lui laisser justement cette génétique et cette volonté de jouer si on veut faire de lui le meilleur élève possible. Sur le long terme. Et maintenant, les bons entraîneurs, ils laissent s'exprimer leurs élèves. Ça se fait de plus en plus maintenant. Alors bien sûr, ça se voit pas parce que forcément, ça fait pas depuis longtemps que on laisse les élèves briller comme on veut qu'ils le soient. Mais là, les Français qui arrivent maintenant, désolé, mais quand vous regardez jouer Arthur Hinderknecht par exemple, qui est en train d'arriver, ça sert, ça retourne, et puis ça va très vite vers l'avant. Donc en fait, on l'a. Après, Arthur, il est pas tout jeune, Tom. Attention, hein, Thomas, Arthur, Et puis il n'a pas été formé en France, il a été beaucoup formé aux États-Unis. Hein. voilà, il est de 95, il a été formé aux États-Unis. Moi, je te Oui, rejoins oui, pas. Hein. c'est le Moi, je te mauvais rejoins exemple. pas, C'est le Tom, mauvais en tant qu'enseignant. Euh. Moi, je trouve qu'on nous oblige, quand t'as un petit gamin qui est bon et qui sort et que tu l'envoies à la ligue faire un petit repérage, direct dans le Mais rapport vous que avez tu vu- reçois, vous c'est. Ah oui, non, mais bien Est-ce sûr, que mais tout de le monde toute a lu façon, le ceux qui livre réussissent, c'est ceux qui ne. Enfin, il faut pas qu'ils aillent à la ligue. C'est justement les ligues qui veulent aseptiser. Parce que. Oula, les... va te fâcher avec. Non, mais ce que je veux dire, Les amis, juste, les ligues- je dois vous laisser, je suis désolé. Je vous souhaite une excellente soirée, Juste, une bonne fin de Adri, débat. juste avant que, Oui. avant que tu nous quittes, Troisième place. je te trouve très sévère à l'égard de Joko alors que ton jeu lui ressemble beaucoup. Non, mais tu me charries ou quoi? Putain, c'est la pire insulte que tu peux me dire, hein, putain. Allez, Bon, Adri, bisous tout le monde, merci. on se dit à bientôt dans le Yo Sport Show, Adrien. Avec la Avec plaisir. barbe. Avec grand plaisir. Oui, Bisous, ciao tout le monde. Please. Alors Brice, donne-moi ton avis, Brice, toi qui aime bien former des bons jeunes et tout. Donne-moi ton avis là-dessus, là. C'est vrai, je sais pas, mais c'est peut-être aussi, comme on l'a dit, le fait que ça se stéréotype à haut niveau. Les jeux sont un peu tous les mêmes, donc on nous formate forcément à refaire la même chose sur nos jeunes. Donc, Que le problème n'est pas nouveau. Je ne sais pas si tout le monde a lu le livre de Gilles Simon, mais il explique très bien la situation. La situation, elle date d'il y a 15-20 ans. Il explique carrément qu'un joueur que lui battait régulièrement en finale de championnat de ligue ou championnat de France, je ne sais plus, et sauf que ce joueur était plus grand que lui, c'est lui qui était sélectionné dans les équipes supérieures. Et le problème, on l'a encore actuellement. Et comme l'a dit Tom très justement, au niveau club, oui, cette formation avec le respect du joueur, du physique du joueur et de la volonté du joueur, elle sera faite. Mais arriver à l'échelon supérieur, on arrive quand même dans des carcans ou des choses où on met vite les joueurs dans des cases et on les empêche quelque part de produire le jeu qu'ils veulent. Et j'espère que ça va changer dans les années qui viennent. Non, mais la problématique, c'est que les joueurs ne sont pas respectés. C'est-à-dire que bon, le gars, il est dans son club. Moi, je l'ai vécu. J'ai plusieurs gosses très jeunes qui ont été bons. Les gosses respectés, c'est quand ils arrivent au niveau de la ligue, on va dans son club, le gosse, il est bien, il est chouchouté, on s'occupe de lui. Et puis il va arriver, on va lui bricoler son coup, on va lui le coup droit, c'est pas comme ça. Le revers, faut faire ci, il faut changer la prise, faut faire ça. Le gamin, après, il sait plus jouer, quoi. Donc il y a un manque de respect du joueur, il y a un manque de respect des entraîneurs. Exactement. Parce qu'à chaque fois, moi quand j'avais le CTR qui venait, je disais il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Alors je lui dis il fait que de la merde. Quoi. Il est nul. Il fait que de la merde, quoi. Tout à fait. Donc le temps qu'ils seront là. Donc on peut quand même arriver à une conclusion, les gars. C'est que quand Roger Federer va vraiment quitter le circuit, lui qui était un des derniers à avoir un style de jeu vraiment atypique, à faire briller ce slice de revers court, à faire des jeux de service express en service volé, etc. On peut considérer qu'au final, il manquera plus que les deux autres ou pas? oui. Non, Ça, oui, je ce qui pense. va manquer, c'est la rivalité entre eux. Parce que demain, tu mets Nadal contre Medvedev, tu mets Federer contre Medvedev ou Djoko contre Medvedev, c'est une finale
qui sera beaucoup moins regardé que Nadal, Djoko, Federer, Djoko. Non, mais il a dit qu'il manquera plus que les deux autres. Il parlait de. Non, de c'est pas façon qu'il a juste. manqué, c'est qu'en fait là, on s'est fait avec un trio magique. Si, il va manquer. On a un trio magique et on va casser le trio. Donc du coup, forcément, on aura moins de confrontations parce que toutes les confrontations Federer, Djoko, Nadal, Djoko, elles sont Federer, Nadal, elles sont presque pas ratées par le public. Sauf que si tu en enlèves un des trois, tu auras forcément des confrontations en moins. Celles de Roger n'existeront plus. Donc forcément, quand on verra la confrontation Nadal-Djoko, waouh, quelle audience d'un seul coup. Mais tant qu'ils se joueront pas, voilà, c'est eux trois qui ont fait rêver et briller et on va enlever des morceaux de ce gâteau et puis au fur et à mesure, le dernier qui restera, ça sera Djoko parce qu'il est sur la meilleure forme physique. Donc on dira ah oui, mais Federer, Nadal. On sait pas. Non, s'il avait resté que Federer ou que Nadal, c'est les autres qui manquent. On a vécu avec ces trois-là et il y en a un qui. Mais justement, Federer va quand même beaucoup manquer parce que c'est quand même la légende. Pour moi, Federer, c'est la légende. C'est la légende de la ce légende. sport. Justement, par rapport à ça. Il va manquer par rapport à ça. Quelqu'un qui, un Nadal ou un Djoko, ils arrêtent. Il va moins manquer qu'un Federer. Je pense que Federer, il va manquer à beaucoup de monde, plus que Nadal et encore plus évidemment que Djoko. Est-ce que vous pensez justement que vous déjà, pour tous ceux qui sont présents là, et le public du tennis à l'heure actuelle est conscient qu'on vit une époque formidable avec les trois en même temps et que c'est une période du tennis qui va pas se reproduire en tout cas dans les années à venir. Est-ce que vous vous rendez compte de la chance qu'on a et que le public se rend compte? C'est clair. Et le tennis est en plus en train de mourir. C'est un sport qui meurt internationalement. En plus, donc imaginez ce qui va se passer dans les années à venir. Alors moi, juste pour finir, j'ai l'impression qu'au final, que ça soit Marc Aurelius, même s'il est très dur avec Djoko, j'ai l'impression que tout le monde se rejoint pour dire qu'au final, il y a 3 GOAT. Là, c'est les 3 meilleurs joueurs de l'histoire du jeu. Hein, Mais pourtant, quand je lis des débats sur des réseaux sociaux, comme il y a pu y avoir à l'époque avec Tom, avec moi, avec d'autres, etc., j'ai senti beaucoup plus de virulence, de violence, qu'au final, la conclusion que je tire un peu de ce débat, qui est qu'au final, il y a 3 GOAT. Voilà. Il n'y a pas 3 GOAT, en fait. Les débats sont sans fin parce qu'ils n'arrêtent pas d'évoluer dans leur carrière. Moi, je pense que le vrai débat, ça sera, ils auront tous les 3 arrêté leur carrière. Là, on compare leur carrière. Ils sont à des années différentes. C'est exactement ça. 86, 87. On va dire, ah bah oui, Federer, ça a été le GOAT jusqu'à maintenant. Là, depuis que Nadal a fait son 20e Grand Chelem, on peut clairement dire que Nadal, c'est le GOAT en ce moment. Mais Djoko, il arrive derrière et il va sûrement, à la fin des 3 carrières, être le GOAT finalement des 3. Mais c'est pour ça qu'il y a un débat sans fin, parce qu'un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre, un coup machin, et puis finalement on ne sait pas ce qui peut se passer. Il y a eu des renversements de situation en 2017, il y a eu des... Enfin voilà, mais je pense que vraiment le débat du GOAT, c'est là, il faut qu'on profite de ce moment-là, et puis on le fera quand ils auront arrêté leur carrière, et quand on sera en train de pleurer. Alors, je demande à Marc Aurelius, est-ce que tu es d'accord pour dire que dans le classement du GOAT, Marc Aurelius, Djoko 1, Federer 2, Nadal 3? Non, mais déjà, regarde, tu prends d'autres sports, le basketball, dans d'autres sports, il y a déjà des GOAT. Regardez qu'est-ce que ces GOAT ont fait. Oui, il y a des carrières forcément bien au-dessus de la plupart des joueurs dans leur sport. Donc là, on en a 3. C'est sûr, eux sont sur ce classement-là. Mais c'est qu'est-ce qu'ils ont apporté au sport, mais au sport en lui-même, auprès du public, de l'audience, des professionnels du tennis, des amateurs. Pour moi, c'est un ensemble de choses. Au-delà des titres, bien sûr, ça c'est une évidence. Mais voilà, et c'est pour ça qu'on parle de qui nous a inspiré, que ce soit un style de jeu ou pour moi, Djoko, il n'y est pas du tout. Alors les gars, juste, on va finir. Je vais vous interroger chacun. On va arrêter là. Maintenant, d'un point de vue totalement objectif, je voudrais que vous me disiez, en gros, combien vous pensez que votre chouchou va finir avec combien de grands chelems? Donc, Jean-Pierre, JP Mental, tu penses que Federer va finir avec combien de grands chelems? Objectivement. Je dirais 21. 21. Max, tu penses que Djoko va finir avec combien de grands chelems? Il les dépassera, mais je pense que 23, 24, mais pas plus, je pense. Ok, Brice?
Moi, j'aurais dit 25-26. Je pense qu'il va jouer encore 3-4 ans. Il en gagnera encore un ou deux par an. En tout cas, t'as bien fait rigoler Tom. Tom, tu dis combien de Ouais, grands chelems bah, pour Nadal? 3-4 ans, il en gagne 2 par an. Ouais. Non, mais 26 quand même, c'est. 25. Plus 25 que 26. Mais mon rêve, c'est 26. Mais ce sera très dur. Hein. Déjà, si on a 25 ou 24, ce sera très bien. Tom? Mais c'est toi qui vas gagner le 26e. Alors, moi sur Nadal, Oui, combien tu penses qu'il va finir? Nadal a 20, je pense, à 22. Alors moi, j'ai une autre question. Après, je vais demander à Marc Aurelius. Est-ce que vous pensez pas que Nadal, moi, honnêtement, quand je vois la concurrence, je suis très inquiet, qu'il peut gagner encore 4 Roland? Si, malheureusement. Tellement personne sur terre battue que non, si. parce qu'il y a un moment où il n'arrivera plus à battre Tim, malheureusement. La fraîcheur physique fera que ça sera plus possible. Revers à une main. Marc Aurelius, tu penses que Nadal va Trois finir avec Roland combien de grands chelems? Bah, je pense qu'il peut en gagner 3 Roland grand maximum, mais je pense grand maximum 17. 2 sûrs, donc 22. Je me dis qu'il peut choper un autre grand chelem, je dirais 23. Il Ok. finira à 23. Et je vais demander Et à voilà, Manu, qui a été un qui va se super passer. arbitre. Là où Djoko pourra pas le dépasser malheureusement. Je vais demander à Manu qui nous donne Et yo, à combien il pense qu'ils vont finir les 3 joueurs. Je pense que Djoko finira avec le plus de grands chelems. Rafa sera deuxième et Roger sera troisième. Mais est-ce que Roger va en gagner un? J'ai Ouais, pas dit que c'était peut-être. Roger, on l'a déjà enterré, il est revenu et je pense qu'il peut encore revenir. Vas-y Aurel, dis-moi ce que tu voulais dire Aurel, on va clôturer. et yo. Ouais. Ouais. Moi, je pense qu'il y a un truc énorme qui va se passer qu'on ne soupçonne pas. Hein, je ne sais pas si vous en êtes conscient, mais ça fait plusieurs années qui parle de la première balle de service, qui parle de faire des matchs en 4 jeux, de réduire considérablement ce format. Et malheureusement, je pense que quand Roger va annoncer vraiment sa retraite, il va y avoir des gros changements. Et je pense qu'on n'est pas prêt. Et malheureusement, le tennis, ça Ouais, va mais très mal. pas tant qu'il y aura encore ce soir, Nadal malheureusement. et Djoko, je pense. Moi, c'est ce que je pense. Hein. Ok. Ah bah alors là, L'avenir du tennis, c'est le dire padel. que Roger a beaucoup plus de poids. On l'a dit, hein, Roger a beaucoup plus de poids sur la planète tennis. Roger, clairement, mais tu vas voir que ils vont réduire les formats et ce sera plus pareil. Donc, Mais pas si tu fais des sets de 4 jeux, c'est n'importe quoi. pas tant qu'il y a Nadal et Djoko, je pense. Bah, Il y a- moi, franchement, une balle de service, le Noad, bah, il va falloir qu'il soit bon. Moi, une balle de service, je serais pour, moi. Au le conseil reste, des non. joueurs. Ouais. Ce sera un autre débat, ça. Ouais. Pour ou contre une balle de service. Alors juste, il y a Two Guys qui nous dit nouveau jeu à boire, un shot de tequila quand on dit aseptisé. C'est n'importe quoi ça. C'est quoi cet humour? Non mais c'est pas possible. Et il y a Chris Suren qui nous dit que maintenant les grands chelems sont plus faciles pour les grands. Parce que à l'époque, il y avait que 16 têtes de série et donc que tu pouvais tomber plus rapidement sur un mec costaud et que maintenant avec 32 têtes de série, ça a écarté complètement les tableaux. C'est vrai que ça avantage les 4 premiers mondiaux, c'est clair. On protège les meilleurs. Ouais. Bah oui, ils sont obligés. Ah, c'est ce qui. Bon les gars, moi je vous quitte là-dessus malheureusement. Alors les gars, merci à tous. Et surtout, moi je vais vous dire qui est le GOAT de la technologie. C'est Two Guys qui quand même a réussi à nous mettre une plateforme où on peut accueillir tout le monde en vidéo, entendre tout le monde. Ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. C'est lui le Bravo. vote. Donc un grand merci. Et surtout les gars, n'oubliez pas que le Yo Sport Show est là tous les mercredis, tous les vendredis et tous les dimanches. Donc on se revoit très vite et je remercie tout le monde d'être venu pour ce débat qui au final, comme a dit Manu au début, vu que sur des débats passionnés comme ça, il n'y a pas beaucoup d'objectivité, du coup, personne n'arrivera à se mettre d'accord en gros. Donc j'espère tous vous revoir bientôt dans le monde du tennis. Et les gars, n'oubliez pas que le Yo Sport Show, c'est l'émission qui dit tout haut ce que le monde du sport pense tout bas. Merci à tous et à bientôt.